Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à la recyclerie ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas la recyclerie, c'est un tiers-lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité où il se passe beaucoup de choses. Ce soir, nous allons parler des micro-fermes dans le cadre de notre programme Les Éco-Optimistes en campagne qui, au mois de mai, se consacre aux micro-fermes. Nous avons une belle brochette d'intervenants ce soir avec Roger Després de la Ferme du Bonheur, Antoine Lagneau, c'est ça ? De Nature Paris et Maxime de Rostolan, notamment de Ferme d'Avenir, et ce sera modéré par Françoise de Kaizen, à qui... Saba, excuse-moi, j'ai été trompée, à qui je passe la parole. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous, je m'appelle Saba Ramani, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen. Pour ceux qui ne connaissent pas le magazine, ça a été fondé il y a 5 ans, notamment par Cyril Dion, qui est l'auteur-réalisateur de Demain, que je suppose que la plupart de vous le connaissent, et inspiré par Pierre Rabhi. C'est un bimestriel qui encourage et qui fait le relais de toutes les initiatives positives, alternatives dans le domaine de l'écologie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Donc on est édité tous les 2 mois, vous avez quelques exemplaires ici. Donc, chez Kaizen, la permaculture, l'agroécologie, les micro-fermes, ce sont des thèmes qu'on suit depuis le début. Donc, ce soir, on a vraiment des personnes qui sont à la pointe de ces initiatives. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va parler des différents aspects des micro-fermes et ensuite, on laissera place au débat. Maxime, je vous laisse vous présenter. Vous êtes le fondateur de Ferme d'Avenir. 5 minutes au début. Bonjour. Bonjour. Toujours, non, pas. 1, 2, bonjour. Et, enchanté, merci beaucoup. Donc, j'ai 5 minutes pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc moi, il y a quelques années, j'ai découvert le biomimétisme. Vous avez entendu parler du biomimétisme. En gros, l'idée, c'est... Ouais, si je me mets devant, ça va être compliqué. En gros, l'idée, c'est de s'inspirer de la nature. Oh, voilà, merci. C'est de s'inspirer de la nature parce que le vivant a 3 milliards 800 millions d'années d'expérience de plus que nous. Et en gros, la nature a développé des technologies juste incroyables qu'on est infoutu de comprendre. Et en regardant dans la nature, on peut trouver pas mal de solutions à nos enjeux, et notamment sur la question de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, une partie de l'agriculture ressemble à ça. Donc j'ai 5 minutes, donc je vais faire hyper vite, mais vous pourrez récupérer les slides si vous voulez, notamment cette slide-là qui donne quelques chiffres pour nous remettre les idées en place sur l'état de l'agriculture en France. Moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment fait basculer, c'est le 3e. Et en gros, on dit, en 1940, avec 1 calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Donc, on produisait beaucoup de nourriture à partir d'un petit peu d'énergie. Et aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire 1 seule calorie alimentaire. Donc, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. Et on pense qu'on est une société développée, qui a fait des progrès, etc. C'est tout le contraire, on n'a jamais été aussi peu efficace. Et donc, le biomimétisme en la matière donne des solutions, puisque le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature. Et la forêt, quand on regarde un écosystème forestier, il peut produire 10 à 600 fois plus de biomasse qu'un champ de blé, sans intrants, sans irrigation, sans produits phyto, sans énergie, sans déchets. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que nous. Donc le biomimétisme appliqué à l'agriculture, ça s'appelle la permaculture. En fait, pas vraiment. La permaculture, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et la permaculture, nous, on dit que c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Donc on peut faire de la permaculture en gérant une entreprise, où on pourrait espérer que nos hommes ou femmes politiques aient envie de faire de la permaculture parce que quel plus beau défi pour eux que de transformer le territoire qu'ils administrent en un écosystème humain équilibré. Et donc la permaculture s'applique à plein de domaines, la finance, la construction, voilà, l'énergie. Mais quand on parle de permaculture en agriculture, on pense souvent à... quand on parle de permaculture, on pense souvent à l'agriculture, et pour cause, c'est vraiment dans des agrosystèmes qu'on perçoit le mieux ce que peut être un écosystème et quelle est la meilleure manière de le gérer. Et donc, au moins deux principes à retenir quand on parle de permaculture dans le domaine agricole.
Un, c'est avoir du sol vivant, toujours. Donc pour avoir le sol vivant, il ne faut jamais le laisser à nu. Ça, si vous trouvez un bout de terre à nu dans une forêt, vous m'envoyez une photo, ça n'existe pas. Et c'est normal parce que c'est ce qui entretient la vie du sol, c'est ce qui entretient la fertilité, c'est ce qui évite, alors pour le maraîcher, d'avoir trop d'adventices ou trop d'évapotranspiration. Donc de garder, on économise donc de l'arrosage ou du temps de désherbage. Ça, c'est le premier principe, c'est la vie dans le sol. Et le deuxième principe, c'est la diversité. Et la biodiversité, c'est ce qui assure la résilience des systèmes. Et donc voilà, donc, quand on est arrivé sur ces questions-là, je suis à 3 minutes, il me reste 1 minute 30. Quand j'ai découvert tout ça, en fait, je suis allé à la ferme du Bec et Loing en 2010. Pardon ? 5 minutes, hein, on les a dit. On aura le temps de développer, hein, je vous rassure. Et donc l'idée, ça a été de se dire, essayons d'étudier la phase d'installation d'une ferme. Combien ça coûte ? Quelle est l'évolution de la productivité ? Au bout de combien de temps on atteint le point mort ? Quels sont les débouchés les plus efficaces, etc. Et donc, je me suis formé, j'ai fait un BPREA en 2012, et j'ai monté cette ferme en Touraine, que vous pouvez venir visiter quand vous voulez. C'est à Montlouis-sur-Loire, la ferme de la Bourdaissière, et l'idée, ça a été de créer cette ferme et d'analyser toutes les données, tous les chiffres avec l'INRA. Et donc Kevin Morel, qui a suivi, qui a rendu sa thèse d'ailleurs en décembre dernier, a suivi tous les chiffres. Et on va parler après, parce que je crois que c'est une des questions. Est-ce que c'est viable économiquement ? On en rediscutera après. Je finis vite fait. Donc du coup, de cette ferme sont nés beaucoup d'autres projets. J'ai découvert en fait que le métier d'agriculteur, ou en tout cas de maraîcher, pouvait être largement optimisé, parce qu'on a fait beaucoup d'innovations en matière de semences, en matière de spéculation financière, en matière d'outils, tracteurs, etc. Mais on a rarement remis un petit peu à plat cette idée de maraîcher. Et donc, on a eu l'idée d'inventer un nouveau métier, le métier de péiculteur, qui pourrait développer des plans alimentaires territoriaux et créer plein d'emplois sur son territoire. On a fait une boîte à outils que vous pouvez trouver en ligne et qui vous donne beaucoup d'infos sur, que ce soit sur faire ses semis ou la permaculture humaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de très varié. On a fait un réseau social, Ferme d'Avenir, où les gens peuvent expliquer, annoncer ou leurs besoins ou leurs recherches et se mettre en lien. On a fait des concours et là, on lance à l'été prochain le Ferme d'Avenir Tour pour les fermiers qui envoient du lourd. Donc en gros, si vous voulez prendre un vélo et une tente et venir avec nous, il y a 90 jours de festival d'affilée. On organise une conférence à chaque étape, donc il y a 30 étapes. Et dans les conférences, il y a Cyril Dion, Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Dufumier, les Bourguignons, Desbrosses, Paul Ariès. Il y a énormément de gens qui viennent. Donc tout est en ligne sur fat2017.org. Et enfin, on fait du lobbying. On a fait le plaidoyer Ferme d'Avenir qui évalue les externalités des agricultures. Et ça, on va en parler juste après. Et donc avec une pétition qui découle de ce plaidoyer. Et donc je vous inviterai, quand vous voulez, à la signer et à en prendre connaissance. Et j'ai tenu mon pari en 5 minutes à peu près. Et je laisse une photo. On aura le temps de développer. On passe la parole à Roger Després, fondateur de la Ferme du Bonheur à Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en 5 minutes, la genèse de ce lieu ? Bonsoir Paris, bonsoir la France. Il y a beaucoup de visages pâles, là, ça fait peur quand on arrive de Nanterre. De la banlieue à Paris, c'est un peu un saut dans l'espace-temps. Donc je vais faire comme le copain, là, je vais me mettre de côté parce que vous me terrorisez. Je vais faire comment ça marche pour aller ? Comme ça ? D'accord. C'est de plus en plus rare que j'accepte de parler en public. Puis là, comme j'ai vu qu'il y avait Veolia, je me dis merde, je suis pas payé en plus. Tout mon enjeu, c'est de vous faire venir travailler à Nanterre. On a 4 hectares sur lesquels on a pris autorité. Oh, je peux y arriver. Ouais, normalement, ouais, merci. Ouais, j'ai une formule assez de paroles des actes. On a 4 hectares sur lesquels on a pris autorité, comme je dis. Autorité au sens de la responsabilité et pas du pouvoir. Commune, spontanée, aléatoire, libre. J'en passe et des meilleurs. Ah bah ça marche tout seul. Mais il y a un projet dit urbain. On ose même dire que c'est une promotion, où on doit consacrer 30 hectares aux espaces verts. Et puis je viens enfin d'avoir le chiffre des espaces dits verts à Nanterre. Officiellement, il y en a 147.
Donc on ne compte pas là-dessus les interstices, les pieds d'arbres, les délaissés, etc. Alors moi, ce qui m'anime, comme formation, j'ai simplement raté un bac de lettres. Putain, c'est vachement bien en fait, parler avec le public dans le dos, on a moins peur, quoi. J'ai raté un bac de lettres à 21 ans, mais si ma mémoire est bonne, c'est à 6 ou 7 ans que j'ai eu un flash. J'ai pas compris, et je pense que le lieu aussi il illustre là, ici, et ce voyage de Nanterre à Paris aussi. J'ai pas compris comment nous autres, en France, on appuie sur un bouton en électricité, on tourne un robinet et on a l'eau chaude, alors que dans le même temps, à quelques heures d'avion maintenant, il y a des peuples entiers qui marchent 1 heure ou plus pour avoir de l'eau. Et je sais pas, peut-être en digressant lentement mais sûrement, il y a quelque chose qui est apparu, c'est le vivant ou l'agriculture. Je vais faire un flashback. Est-ce que ça marche? Oui. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, cette petite phrase d'Hannah Arendt, pour moi, elle résume assez tout. J'ai l'impression que de chasseur-cueilleur-collecteur, on est passé à humain, c'est-à-dire objet de culture, en s'arrêtant et en cultivant. C'est bien cette, d'ailleurs, métaphore de culture cultivée. Donc voilà, un peu par caprice, je me suis retrouvé avec 1 ou 2 biquettes, puis un bouc qui asseyait les biquettes, donc on fait des petits, puis un jour le petit est mort-né, où il a fallu que j'essaie de le sortir, et puis je me suis retrouvé donc avec des chèvres avec du lait, donc j'ai fait des fromages, etc. Et je me suis laissé vraiment complètement aller à ce truc-là, et aujourd'hui il y a un vrai projet dont foule de gens se sont inspirés, qui sont venus filer des coups de main, apprendre le minimum, et pour semer des graines un peu partout. Je ne sais pas, le sens d'agriculture urbaine, j'ai un peu du mal. J'ai plus envie de parler d'agriculture, et je pense que la dernière image va un peu illustrer ce que je veux dire. Donc, voilà un peu ce qu'on arrive à faire avec un peu l'énergie du désespoir. Là, ça va être compliqué quand on va me poser des questions d'économie. Moi, l'économie, je ne sais toujours pas ce que c'est. En tout cas, c'est jamais le fric qui m'a animé. Et je m'aperçois que plus je m'en fous, plus le fric arrive. En ce moment, je m'en fous pas parce qu'il n'y en a pas. Mais bon, je ne sais pas faire. L'essentiel, c'est de bosser. Et je crois que c'est ça aurait été la meilleure carte de la ferme. Parce que, comme j'ai entendu quelque chose d'assez touchant, plein de gens disent qu'on a été les premiers, blablabla, c'est chiant, c'est un peu prétentieux. Et AgroParisTech, avec qui on travaille depuis 2 ans, a dit une formule un peu plus sympa qui parlait de précéder. Donc je veux bien m'accorder à ça. En tout cas, j'ai une autre formule aussi. 80% de la ferme, c'est de la récup. Les matériaux, là vous voyez ma petite fierté, ça m'a coûté 7 000 francs. C'est ce que j'appelle le favela théâtre. En euros, ça donne 1 000 euros à peu près. Il y avait 5 000 francs pour les bâches, les clous, les vis, les tiges filetées, le béton pour que ça tienne. 5 000 francs pour les bâches, je veux dire 1 000 francs pour tous les petits trucs qui font que ça tienne. Et je me suis payé un luxe de reine d'Angleterre. Je me suis construit ma cheminée, ça m'a coûté 1 000 francs. Alors, dans la foulée, ça a été interdit au public par la mairie de Nanterre. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre le 25 septembre 2017. On va faire une grande teuf parce que c'est le 20e anniversaire de l'arrêté municipal d'interdiction de la ferme du bonheur au public, qui court toujours. Ça, c'est la salle de bal. La photo n'est pas très belle. C'est un bal forain que j'ai récupéré, que je n'ai de cesse d'ouvrir au monde. Le favela théâtre, vous l'avez vu, c'est des murs transparents. Il paraît que c'est un peu ce que je fais, du théâtre. Mais j'aime pas les boîtes, j'aime pas les théâtres aussi, cette prise d'otage où tu es dans le noir, où tais-toi, éteins ton portable, où tu as de moins en moins le droit de monter sur la scène, casser la gueule au comédien qui fait des conneries. Donc je l'ouvre, c'est de plus en plus transparent. J'aime à dire des espèces de formules pompeuses comme l'institution aime bien. Un théâtre part pour, dans le monde. Bah, ça c'est Léon. Alors je sais pas si c'est Léon Ier ou Léon 69. C'est les premières plaintes contre le bruit qu'on a eu du voisinage, les pans. À une époque, on en avait 14. À 4h30 l'été, le dimanche, qu'il y en avait un qui se réveillait, qui demandait à tout le monde comment on avait passé la nuit. Ça faisait un peu 3/4 d'heure de bordel. Ah. Un sans-papier, un SDF et mes derniers chevaux, Opium et Pouchkine. Là, on est sur l'axe historique. La dernière friche,
du projet de, je le répète, ouvrez les guillemets, promotion immobilière, fermez les guillemets, sauvage et libre, sur laquelle nous avons pris autorité, comme je l'ai dit, commune, spontanée, aléatoire, libre. Et voilà. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, c'est une bataille. Je m'aperçois que ça fait 24 ans, non, un peu moins, puisque ça ne fait pas si longtemps que ça que je m'amuse ou que je me damne à faire de l'élevage. Tiens, d'ailleurs, pause pub. On a posé un emploi, on cherche un éleveur. 35 heures au SMIC nourri logé. Je me bats avec l'ancienne DSV qui s'appelle maintenant anciennement direction des services vétérinaires, désormais direction de la protection des personnes ou un truc comme ça, qui me menace de piquer tout mon troupeau si je continue à les tuer chez moi. Et je gueule parce que j'ai pas du tout envie de faire du camion à mes animaux. J'ai surtout pas envie que mes animaux arrivent dans un endroit où il y a du carrelage blanc et des néons. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu des biotopes animaux comme ça. Donc voilà, mes animaux, ils sont nés à Nanterre, ils sont élevés à Nanterre, ils sont aimés à Nanterre, ils sont choyés, ils sont entretenus, ils sont tués à Nanterre, ils sont mangés à Nanterre. Voilà, des moutons de banlieue issus de la diversité. On dit beaucoup de notre travail aussi que c'est un lieu et un temps où les inverses se rassemblent. En l'occurrence, sur les friches, sur lesquelles je vous invite à venir travailler tous les dimanches, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une canicule, on y est. Et on nettoie 4 hectares. Il y a 4 hectares sur lesquels on a pris, sur lesquels on nous laisse tranquilles, avec un potentiel de 150. Je ne veux pas de machine. Pour être dans une posture de justesse et de justice par rapport notamment au temps du vivant, pas la brutalité de la machine. Je pense que c'est une erreur. L'idée de faire de l'industrie, comme on dit, l'agro-industrie avec le vivant, moi, depuis toujours, je me dis qu'il y a un problème là-dedans. On y reviendra. Voilà, ça c'était la première image de la ferme devant la cité U de Nanterre. Sans doute un des bâtiments d'où est parti mai 68, les cages à lapins des étudiants. Donc on a l'urbain d'un côté, la nature avec le cheval, la culture avec mon habit d'opérette. Ah, un extrait d'un de mes spectacles sur les écrits politiques de Jean Genet, Black Panthers, Palestiniens, Bande Abadère, vous voyez le genre. Et là, le dernier spectacle qui a fait le buzz, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. C'est un peu naïf, mais on le jouait comme ça sur la trentaine d'hectares du périmètre sur laquelle la ferme officie, notamment le campus universitaire qui refuse de faire quoi que ce soit officiellement avec nous, puisqu'elle brigue nos terrains pour y mettre du béton. Mais comme elle n'a pas trop le choix, elle organise désormais des grandes journées du développement durable en nous excluant savamment. Il y a quand même 2 hectares de ferme et du cirque à récupérer. Merci Roger. On va peut-être passer la parole à Antoine Lagneau. On reviendra au fur et à mesure. J'en aurai d'autres à dire, mais surtout le dimanche après-midi. Et vous continuez à faire des grosses fêtes Ouais, c'est bon ça. Donc Antoine Lagneau de Nature Parif. Bonsoir. Alors ça va être un peu moins punk que Roger Després, mon discours là. Là-bas, je suis chargé de mission agriculture urbaine. J'ai pas préparé de slides parce qu'encore une fois, voilà, enfin, les slides de Maxime ou de Roger parlent d'elles-mêmes et j'ai pas besoin de moi de vous en montrer. Nature Parif, en fait, s'est intéressé à l'agriculture urbaine pour une raison précise qui est, je dirais, intégrée à son métier, en l'occurrence la biodiversité. Et on a cherché à comprendre, nous, quand on a créé la mission agriculture urbaine, qu'est-ce que l'agriculture urbaine pouvait apporter à la biodiversité et surtout savoir si cette agriculture pouvait contribuer à la maintenir ou à la restaurer, cette biodiversité urbaine. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils, parmi lesquels l'Observatoire de l'agriculture urbaine et de la biodiversité, un observatoire, donc, comme son nom l'indique, en Ile-de-France, hein, parce que j'ai oublié de préciser évidemment Nature Parif, c'est un organisme francilien. Et donc cet observatoire, il a pour fonction déjà de cartographier l'ensemble des espaces en agriculture urbaine de l'Île-de-France. Donc quand on dit ensemble, ça va du bac des incroyables comestibles à ce qui se passe en bas à la recyclerie, en passant évidemment par la ferme du Bonheur,
pas encore la Bourdaissière parce que ça fait pas tout à fait partie d'Île-de-France, enfin pas encore. Voilà, donc il y a cet aspect cartographique qu'on a mis en place, et puis à côté de ça, on a adossé cet observatoire à un questionnaire très précis qui permet de savoir, suivant les pratiques qui sont effectuées sur ces espaces, suivant le type de pratiques donc, qui a lieu, ça nous permet de comprendre si ces pratiques sont favorables ou pas à la biodiversité. Donc à partir de là, on a mis en place des indicateurs. Enfin, je ne vais pas vous développer ça parce que c'est un peu rébarbatif. Et puis après, Roger, c'est toujours un peu difficile de parler de ça. C'est moins imagé en tous les cas. Après, nous, cette mission, aujourd'hui, après 3 ans d'existence, elle arrive à un moment où on se questionne énormément sur l'agriculture urbaine. Roger parlait à l'instant qu'il n'aimait pas le mot agriculture urbaine. Enfin, en tous les cas, tu t'interrogeais dessus. C'est vrai qu'il y a matière à s'interroger. C'est difficile parce que du coup, vous nommez une agriculture qui est l'agriculture en ville et vous ne savez plus comment nommer celle qu'il y a un peu plus loin en milieu rural. Est-ce que vous allez l'appeler agriculture rurale ? Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, donc je suis assez d'accord avec le fait qu'on parle d'agriculture avec un S au pluriel. Ça me semble justifié, même si c'est aussi intéressant de parler d'agriculture urbaine, mais bon, ça peut faire l'objet aussi du débat tout à l'heure. Donc ça, c'est une des questions que nous, on se pose. C'est un peu une question philosophique, mais bon, pourquoi pas, hein. Et une autre question sur laquelle on travaille, c'est le passage qu'on observe depuis 1 an ou 2 à une agriculture urbaine qui était jusqu'à là portée par des collectifs d'habitants, qui était une forme d'agriculture par le bas, je dirais. Dans l'illustration, je ne sais pas si tu aimes bien que je t'appelle par le bas, Roger, mais en tous les cas, dans l'illustration est un peu la ferme du bonheur, enfin la façon dont vous avez procédé. Et aujourd'hui, cette agriculture urbaine, on s'en aperçoit depuis peut-être les élections municipales de 2014, ça a été un indicateur. On sort d'une période électorale, je suis désolé de vous assaisonner avec ça, mais en 2014, il y a eu les élections municipales, et à Paris notamment, et dans d'autres villes, on s'est aperçu qu'un certain nombre de candidats, dans leur programme, intégraient toute une dynamique autour de l'agriculture urbaine. Et cet intérêt politique, je dirais, pour l'agriculture urbaine, marque, de mon point de vue, de notre point de vue, à Nature Paris, en tous les cas, une forme de basculement, en tous les cas, quelque chose d'un peu... on rentre dans un troisième mouvement de l'agriculture urbaine, qui est un mouvement qui je dirais, se professionnalise, en fin de compte, et donc on est un petit peu à la croisée des chemins, mais Maxime pourra sans doute d'ailleurs là-dessus en dire pas mal. Mais en tous les cas, voilà, nous, on s'interroge aujourd'hui sur de quelle agriculture urbaine parlons-nous, qu'est-ce que veulent les acteurs quand ils parlent d'agriculture urbaine, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Est-ce que c'est une agriculture urbaine productive? Est-ce que c'est une agriculture urbaine qui, précisément, a un lien avec l'environnement et qui permet de renaturer nos villes? Ça, bon, j'imagine que vous vous doutez que la réponse est assez positive, hein, ça fait partie des leviers, en tous les cas, de renaturation de la ville. Mais est-ce que aussi c'est une agriculture de lien social? D'ailleurs, c'est souvent l'entrée par laquelle on arrive à l'agriculture urbaine, et la ferme du bonheur en est là aussi un bon exemple. Donc voilà, il y a toutes ces questions un petit peu qui émergent depuis 3-4 ans. Alors, quand je vous parle de ça, vous vous rendez bien compte qu'on s'est un peu éloigné de la biodiversité, mais en même temps, c'est vrai que quand vous vous intéressez à un sujet, très vite, vous n'allez pas rester par l'entrée qui est le petit bout de la lorgnette. Par extension, vous finissez par vous intéresser aux aspects sociaux, aux aspects culturels, pédagogiques, historiques, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là, et je pense que les micro-fermes arrivent à un moment extraordinairement intéressant pour l'agriculture urbaine. Justement, avant de passer sur le côté biodiversité, je saisis la perche. Une micro-ferme aujourd'hui, ça a quel statut? Comment on la définit? Est-ce que c'est une limite de taille ou de productivité? Je vais passer la parole à Maxime, là, pour le coup, qui me semble bien plus, la personne bien plus indiquée pour répondre. Juste, je vais finir ma phrase juste avant. Je voulais simplement dire encore une fois que les micro-fermes arrivent à un moment où, justement, on est à la croisée des chemins en termes de professionnalisation ou en termes de cette agriculture urbaine que je définissais tout à l'heure par le bas. Et ça me semble assez intéressant parce qu'elles réunissent, mais encore une fois, Maxime pourra en parler peut-être bien mieux que moi là-dessus, elles réunissent à la fois ces aspects très sociaux. En tous les cas, pour les micro-fermes urbaines, je ne sais pas si c'est le cas pour les micro-fermes maraîchères, mais en tous les cas, les micro-fermes urbaines réunissent à la fois ces aspects sociaux, ces aspects pédagogiques, ces aspects environnementaux, nourriciers également, même si nourrir une ville avec une micro-ferme ou même un quartier paraît un peu compliqué, on en reparlera peut-être aussi. Voilà, donc c'est vraiment un moment extrêmement intéressant pour l'émergence de ce concept-là. Alors, une micro-ferme, est-ce qu'elle est limitée dans l'espace Micro-ferme. Nous, on a parlé pas mal de micro-fermes au départ. Attends, c'est fort. On a parlé pas mal de micro-fermes au départ. On parle un peu moins de micro-fermes maintenant parce qu'on en fait des grandes fermes, hein, ce qui s'inspire de la permaculture. Le concept, en fait, c'est juste de dire qu'il faut des fermes à taille humaine. Et pour qu'une ferme soit à taille humaine, il faut avoir des outils
qui soient à taille humaine et pas des tracteurs dont les roues sont plus grandes que moi et qui font qu'on se retrouve à avoir un gars pour 800 hectares de céréales. Vous avez testé un seuil critique. Alors, après, il y a une limite légale qui s'appelle la SMI, la surface minimale d'installation, qui est fixée par chaque préfet de région, et c'est une surface en deçà de laquelle, si quelqu'un s'installe sur une surface plus petite que ça, il est juste considéré comme cotisant volontaire obligatoire, ce qui est assez sympa comme concept, d'être volontaire et obligatoire. Et en fait, il a juste le droit de cotiser, mais pas le droit d'être couvert pour les problèmes sociaux. Et en fait, ça dépend du type de production. Donc, est-ce que c'est du maraîchage, est-ce que c'est de la grande culture, est-ce que c'est de l'élevage? Ça dépend de la région. Et ça dépend en fait de la personne, est-ce qu'elle veut respecter ou non cette surface minimale d'installation. Nous, on essaie de lui tordre le cou. Et en fait, pour parler très concrètement, nous, notre pari à la Bourdaissière, c'est d'essayer de montrer que sur un demi-hectare, on arrive à créer un emploi maraîcher, un ETP, donc un SMIC, qui va sortir de un demi-hectare. La moyenne du maraîchage chimique en France, c'est un ETP pour 3 hectares. Donc en gros, on dit qu'on est 6 fois plus dense en emploi. Et donc on est sur des fermes qui sont 6 fois plus petites potentiellement que les fermes chimiques. Et donc du coup, juste si on peut se mettre tous d'accord sur un truc, on arrête de dire agriculture conventionnelle, parce que ni vous ni moi, on a signé des conventions pour appeler ça comme ça. Ça s'appelle de l'agriculture chimique. Elle est ultra mécanisée, donc on dit agriculture chimique comme ça. Et une des personnes à qui j'ai eu la chance de dire ça, c'était Mélenchon. Et il a pas arrêté de marteler agriculture chimique pendant la campagne. Donc il y en a au moins qui a réussi à passer le message. Justement, par rapport à la biodiversité, quel est l'apport et les atouts des micro-fermes en milieu urbain comme en milieu rural? Alors, moi, je vais surtout parler pour le milieu urbain. Et en plus, alors c'est un peu compliqué parce que, comme on le disait à l'instant, les micro-fermes, elles émergent. Enfin, c'est quelque chose qui a 1 an, 2 ans. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est quand même assez nouveau. Donc, savoir exactement ce que ça peut apporter à la biodiversité, c'est pas évident. En même temps, on a quand même du recul sur d'autres espaces en agriculture urbaine qui existent. Et très évidemment, je dirais, ce qu'on pouvait supposer, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine était, comme je le disais tout à l'heure, un levier pour maintenir la biodiversité. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est le cas. Maintenant, enfin, en tous les cas, les indicateurs qu'on a mis en place à travers l'Observatoire nous montrent bien qu'effectivement, c'est un des leviers de renaturation de la ville. Maintenant, il y a évidemment quelque chose, et Maxime parlait de l'agriculture donc qui est plus conventionnelle, qui est chimique, enfin qui a toujours été chimique, mais qu'on appelle plus conventionnelle en tous les cas. Très clairement, vous avez aujourd'hui en agriculture urbaine encore des gens, et notamment des particuliers qui font leur potager, c'est de l'agriculture urbaine. Vous avez beaucoup de particuliers, malheureusement, qui utilisent des pesticides, des produits phytos, parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à faire, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et ça, évidemment que ça ne va pas aider la biodiversité, j'imagine que vous vous en doutez un tout petit peu. Voilà. Donc, globalement, ce qu'on peut dire quand on dit est-ce qu'une micro-ferme aide ou pas la biodiversité, contribue favorablement ou pas, c'est oui, à condition que les pratiques dans ces micro-fermes soient hors produits phyto, hors engrais chimiques. Et puis après, il y a d'autres choses que je pourrais développer. Il faut évidemment des espaces qui permettent d'accueillir la faune et la flore, etc. Mais avant tout, effectivement, c'est les pratiques qui contribuent à maintenir la biodiversité. Mais ça tombe assez sous le sens, je dirais. Voilà, c'est une des inventions aussi qu'on a tenté à la ferme du Bonheur. Et sur le pré, le champ de la Garde, les 4 hectares, le pré étant le projet global, métaphore du corridor écologique, comme on dit. Un jour, j'ai fait un constat, je voulais absolument planter un buis là, parce que je voulais une petite arabesque de buis à la Versailles. Et donc, je l'ai planté 4 fois, chaque fois en grossissant le trou de plantation, parce que ça crevait. Et puis, chaque fois, j'arrachais une mauvaise herbe. Et à la fin, je dis, c'est bon, j'arrête, laisse tomber, ça poussera pas, ça veut pas pousser, je laisse. Et puis la manouche, là, je dis, vas-y, pousse. Et bingo, c'est une grande consoude d'Europe, dont on dit qu'elle est en danger en Europe, et qui me fait une super belle plante, avec une floraison par ample, c'est-à-dire une fleur, puis une fleur, puis une fleur, puis une fleur, c'est-à-dire 3 mois de floraison gratuite. Pas un intrant, pas un produit, pas de flotte, rien du tout. Et je disais tout à l'heure qu'on travaillait qu'à la main, pour être dans une position de justesse et de justice. Une machine, elle va trop vite. On n'a pas le temps. En plus, on est avec un casque, c'est dégueulasse, ça pue, c'est bruyant, etc. J'ai une autre formule pour dire ça, parler de ce temps. Un outil qu'un être humain est capable de construire lui-même. Bon,
on n'a pas de forge, mais ça va pas tarder. On va avoir du bois, on laisse pousser un endroit où il y a pas mal d'acacias, on s'est dit tiens, c'est là on va les toucher, on va pas les toucher. On défriche, c'est-à-dire on perturbe un biotope qui est assez classique des friches d'Île-de-France, c'est-à-dire assez pauvre, hein, les acacias, les bulléas, des érables, des saules. Enfin, en disant ça, il y en a déjà quand même pas mal. Mais c'était une friche très dense, avec la canopée telle que la lumière n'arrivait pas au sol. En défrichant, en enlevant donc ces arbres et arbustes, on s'apercevait qu'il n'y avait vraiment rien. Et de l'ouvrir à la lumière, ça permettait aux graines en latence, dont certaines peuvent être des années, voire des dizaines d'années en repos avant d'émerger, ou de permettre aux graines chiées par les oiseaux de pousser. Et c'est comme ça que, assez rapidement, on avait fait un bilan botanique, on était arrivé à une 50aine de végétaux. 3-4 ans après notre prise d'autorité, on était arrivé à plus de 150, dont 3 végétaux, SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et floristique, c'est-à-dire un peu en Est-ce que justement... voie de disparition d'Europe. Sur la biodiversité, je ne sais pas quels sont les apports que peuvent avoir les microfermes. On propose une certaine lecture dans le plaidoyer. Je vous invite à regarder, je ne sais plus si c'est le chapitre 3 ou 4, c'est la biodive. C'est difficile d'évaluer effectivement l'intérêt en termes de biodive, et déjà c'est difficile d'estimer l'intérêt de la biodiversité. En revanche, ce qu'on sait, c'est donc on ne sait pas sur l'agroécologie ce que ça apporte. En revanche, on sait que l'agriculture industrielle, pour le coup, ou chimique, elle a détruit 40% des animaux sauvages en 40 ans. Juste fausse. Je ne sais pas quel âge est la moyenne d'âge ici, mais moi j'ai 40, enfin j'ai pas 40 ans, j'ai 36 ans, mais entre ma naissance et maintenant, il y a 40% des animaux sauvages qui ont disparu. On est complètement fou. On est complètement fou. Et le principal responsable dans cette érosion massive et juste flippante de la biodiversité, c'est l'agriculture. Donc on ne sait pas combien ça apporte l'agroécologie. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture dominante, là, elle défonce tout et qu'il faut remettre un peu de bon sens là-dedans et essayer effectivement d'avoir beaucoup d'espèces sur des fermes. Et oui, si, pardon. Et par rapport à ce que tu disais, c'est que effectivement, c'est les pratiques qu'il est important d'observer. C'est les pratiques qui vont pouvoir permettre à la biodiversité de se révéler. La bonne nouvelle, c'est que sur les personnes qui souhaitent s'installer, sur les porteurs de projets aujourd'hui, qui veulent s'installer sur des modèles agricoles, enfin dans des fermes, 40% veulent s'installer sur des fermes à taille humaine, type micro-ferme, et 40% largement sont sur des pratiques bio++. Donc, pour le coup, le renouvellement qui va être nécessaire, puisque je rappelle juste, il y a 570 000 agriculteurs aujourd'hui, il y en a 50% qui partent à la retraite d'ici 2025. Donc tous les gens qui ont plein de projets super sur l'aval, sur faire on va mettre en lien les consommateurs et les producteurs, telle restauration collective avec les producteurs, c'est super, mais quand il n'y aura plus de producteurs, votre truc ne tiendra pas la route. Donc ce sur quoi il faut vraiment axer maintenant et mettre toute son énergie, c'est sur installer des agriculteurs, des paysans. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ceux qui veulent s'installer aujourd'hui, ils sont sur des modèles qui sont largement bénéfiques à l'écosystème. Juste un petit complément sur la biodive. Là, on parlait un peu de biodiversité ordinaire. Ce qui est intéressant aussi avec les micro-fermes urbaines et de manière générale avec l'agriculture urbaine, c'est que ça permet aussi de revaloriser la biodiversité cultivée, et en l'occurrence les semences anciennes, notamment, ou toutes les variétés anciennes. Vous n'êtes pas sans savoir, donc Maxime parlait de l'érosion de la biodiversité d'un point de vue faunistique, mais l'aspect semences a aussi subi une érosion extrêmement importante, notamment à travers la sélection qui a réduit considérablement les variétés qu'on pouvait disposer avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les micro-fermes urbaines, mais d'une manière générale, avec toutes les actions et initiatives liées à l'agriculture urbaine, il y a un regain d'intérêt sur ces aspects-là. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'agriculture aujourd'hui, telle qu'on la connaît, est extrêmement pauvre en termes d'aliments, en termes de qualité nutritive, notamment ce que vous avez dans vos assiettes, si ça vient de l'agriculture chimique. C'est extrêmement pauvre. Donc l'intérêt de cette agriculture urbaine, l'intérêt de ce mouvement en tous les cas, c'est de remettre au goût du jour, Roger parlait de la consoude d'Europe, voilà, c'est de remettre au goût du jour, c'est de retrouver effectivement
des légumes, on parle des légumes oubliés, des légumes moches, je crois. Bah oui, c'est de revenir à ça. En tous les cas, c'est de retrouver cette biodiversité cultivée. Et ça, on peut l'observer très distinctement. Nous, l'Observatoire de l'agriculture urbaine, on a pu le quantifier et voir qu'effectivement, dans les 270 hectares d'espace en agriculture urbaine qui est aujourd'hui en Île-de-France, dans ces 270 hectares, il y a une attention particulière qui est donnée à la biodiversité cultivée. Et concernant le la retour des topinambours. Il y a une autre chose aussi, excuse-moi, juste pour fignoler, il y a quelque chose d'assez scandaleux. Et je pense que les micro-fermes ont ce rôle-là, a fortiori sur les anciennes semences, c'est le brevetage du vivant. Là, on arrive vraiment à un degré d'hyperfascisme. C'est-à-dire que si on se laisse avoir et que, effectivement, moi je parle même plus d'agro-industrie, là l'agrochimie c'est pas mal, je parle d'agrofinance pour tous les décideurs politiques et économiques, ils s'en foutent, hein, des grains, de la viande, etc. C'est le pognon qui reste. Et là je pense que s'ils arrivent effectivement à breveter le vivant, là c'est terminé. C'est notre gasoil, c'est-à-dire plus fasciste que ça, c'est mort. Alors de la pollution idéologique à la pollution écologique, il n'y a qu'un pas peut-être. Est-ce que la pollution urbaine peut altérer la qualité de la production de l'agriculture urbaine ? C'est une question qui revient toujours dans ce genre de débat. C'est vrai qu'il faut faire attention à la pollution quand on parle d'agriculture urbaine. Et en même temps, il faut peut-être aussi arrêter d'agiter le chiffon rouge. Parce que à force de crier au loup, on ne fait plus rien. Alors il y a le fameux principe de précaution, moi je ne vais pas revenir dessus, je suis un peu écolo, donc le côté principe de précaution ça me parle et ça doit vous parler également j'imagine. Mais en même temps, sur l'agriculture urbaine et sur les aspects de pollution, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut réussir à bien quantifier notamment tous ces degrés de pollution, savoir d'où elle vient, parce que c'est pas pareil d'avoir une pollution dans le sol que d'avoir une pollution atmosphérique. D'ailleurs, la pollution atmosphérique est bien souvent beaucoup plus dangereuse, je dirais, que la pollution dans le sol. Bon, après, on pourrait rentrer dans les détails, mais sincèrement là-dessus, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Par ailleurs, quand on parle de pollution, quand vous allez acheter ou quand vous achetez des légumes qui viennent de Rungis, la pollution de ces légumes qui est pour la plupart en provenance directe de l'agriculture chimique, donc qui s'est ramassé toute la panoplie de produits phyto et autres engrais chimiques, là pour le coup, en termes de pollution, vous avez ce qu'il faut dans votre assiette. Donc moi je dirais que la pollution en ville effectivement est un vrai sujet, parce qu'il y a certaines portions du territoire, notamment à Paris, moi je travaille pas mal sur la Seine-Saint-Denis, où là il y a des problèmes qui se posent, on va pas le nier, hein. Mais en même temps, il faut aussi savoir un petit peu d'où on parle, de ce vers quoi on veut aller. Moi, je dirais qu'à la limite, avant de réussir à être malade, je ne suis pas en train de vous inciter à vous foutre complètement de la pollution et de ce qu'il y a dans le sol, hein, je ne dis pas ça. Mais avant, en tous les cas, dans votre jardin partagé à Paris, par exemple, à Paris, vous n'avez pas le droit, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans des jardins partagés, vous n'avez pas le droit de cultiver en pleine terre. Paris, dans ces cas-là, excave. Quand il vous donne l'autorisation d'être sur un terrain, il va excaver la terre, il va mettre un géotextile. Les techniciens de la ville de Paris vont mettre un géotextile, ils vont apporter de la terre végétale, et là peut-être que vous pourrez cultiver en pleine terre. Et s'ils ne font pas ça, ils vous obligeront à cultiver dans des bacs. Je parle de ce qui se mange, hein, pas du reste. Et du coup, moi ce que je crois sincèrement, c'est que si vous plantez sur votre terrain des tomates, des pommes de terre, enfin tout ce que vous voulez en tous les cas, avant que vous soyez malade et que vous soyez contaminé par cette pollution, il va falloir que vous mangiez votre tomate tous les matins, tous les soirs et tous les midis pendant une bonne partie de votre vie, et là peut-être qu'effectivement vous allez avoir quelques problèmes. Mais en même temps, je ne suis pas en train de dire que cette pollution n'existe pas, hein. J'insiste là-dessus parce que voilà, mais arrêtons peut-être d'agiter le chiffon rouge et prenons le temps aussi, prenons du recul. Il va y avoir des études qui vont sortir là dans les mois qui viennent, parce que l'agriculture urbaine étant un mouvement assez neuf, on n'avait pas d'études. Je crois d'ailleurs qu'il y a une étude qui a été menée chez Roger. Et du coup, voilà, là on va commencer à pouvoir avoir un peu de recul et savoir comment faire et ce que l'on va faire. Alors là, je vais me la péter parce qu'on est à donf dessus. Malgré l'acharnement de la ville de Nanterre, qui est à peu près mélanchoniste, post-PC, gauche, pluriel, participatif, blablabla. Bon, je voyais tous les projets d'agriculture urbaine nous dépasser. Je me dis, merde, ils vont réussir à nous crever. Et en fait, bingo, à un moment, le tènement, comme on dit en termes d'urbanisme, le tènement, c'est une parcelle, mais au sens réel.
Là, en l'occurrence, le tènement du champ de la Garde, de cette friche de 4 hectares sur lesquels nous avons pris autorité, blablabla. Il y a le talus du RER, un talus de la Garde républicaine, le futur plus grand échangeur couvert d'Europe, et puis l'autre RER. Donc il y a un tènement qui est constitué de 3 parcelles qui sont 3 fois l'État, un des représentés de l'État qui est l'établissement public d'aménagement de la Défense. Un jour est épaté de ce qu'on fait et comprend que du simple fait de notre présence, on a évacué toutes les petites boîtes de BTP qui veulent économiser les déchetteries, qui jettent une merde, un peu de comment on appelle ça, le truc qui fait flipper là, l'amiante, etc., etc., etc. Et ils sont ravis qu'on soit là, donc ils nous proposent une convention. Waouh! L'établissement public d'aménagement de la Défense qui veut faire une convention avec la ferme du Bonheur. Donc j'étais assez épaté, j'étais plutôt d'accord, juste pour l'idée de montrer au monde un signe d'optimisme, c'est qu'une institution, et pas des moindres, l'établissement public d'aménagement de la Défense, comme progressiste on fait mieux, est capable d'entendre raison et de reconnaître une initiative assez spontanée et généreuse et voire gratuite. Et au bout d'un moment, il se dit « Oh Roger, t'as pas peur que ça soit pollué le terrain ?» Je dis « Bah non, j'ai pas peur que ça soit pollué le terrain, je sais que c'est pollué. Est-ce que vous savez d'où viennent les remblais que vous avez mis sur notre territoire ?» Autruche, la tête dedans. Mais une semaine après, un labo. Et il semblerait que ce labo il soit en procédure judiciaire parce que on trouvait que toutes ces analyses étaient assez négatives. En fait, le labo, il vend aussi de la terre végétale. Voilà, donc bingo, sur ces entrefaites. Alors ils me disent arrête de manger tes légumes parce que je veux bien défricher, je veux bien nettoyer. Il fallait nettoyer. De toute façon, on voyait des batteries fondues qui émergeaient, des pneus, des capotes, des seringues, enfin Paris quoi. Donc forcément, on nettoyait. Hein. Mais je me bats pour ça, je sème et je plante, et on verra. Et donc j'étais, bon d'accord, je ne donne pas à manger aux Parisiens, mais moi je continue à bouffer. D'ailleurs, quelques jours seulement après le premier labo commandité par l'État, c'était le fameux premier très très grand buzz parisien où Hidalgo vous interdisait à tous de respirer. C'était il y a 2-3 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est passé à la télé et tout ça. Sur ces entrefaits, AgroParisTech déboule. Ah, c'est vachement intéressant ce que vous faites. On a un petit labo d'agriculture urbaine, bingo. Alors ils nous demandent des statistiques, des études, des constats, des machins. Je fais attends doucement, nous il y en a précaires et il y en a en plus communistes pratiquants non croyants. Donc je veux bien te donner du boulot, mais tu vas bosser aussi avec nous. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tu vas piocher. Ah bon? Alors, les ingénieurs, je leur ai mis une pioche dans les mains. J'ai cru que j'allais les faire flipper, mais pas du tout. Le soir, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles. En disant, putain, ça fait 3 ans qu'on fait de l'ingénierie agronome, on n'a jamais foutu un coup de pioche. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, mais dites donc, vous avez un labo, vous? Oui. Bah, vous allez analyser la partie du terrain qu'on travaille. C'est-à-dire les 30-40 cm un peu nécessaires à du maraîchage, c'est-à-dire la culture annuelle. Mais on leur a demandé aussi sur les vergers, c'est-à-dire là un enracinement beaucoup plus profond. Et de toute façon, quand l'État a dit bouge pas, on va faire exactement la connerie scandaleuse et qui ne me remet pas encore une fois un seul instant la question, le mode occidental, financier, capitaliste, j'en passais des meilleurs, de consommation. C'est-à-dire, on va décaisser. Alors où est-ce qu'on va mettre le remblai dégueulasse? On va encore saloper un endroit? Franchement, une couche de déo textile avec 30 cm ou 40 cm ou même 80 cm quand on a du pognon de terre végétale, vous pensez vraiment que la petite plante, certes, elle émerge de 5 cm au-dessus du sol, mais des fois elle fait des racines jusqu'à 3 mètres. Vous pensez que quand elle va arriver au géotextile, elle va dire « Oh putain, je vais à gauche ». Non, crac, elle déchire et elle va capter les métaux lourds. Et puis après, la terre végétale, vous allez la piller où? Vous allez encore là où elle a mis des milliards d'années pour être aussi géniale. Bon, je vous rassure, en Ile-de-France, il n'y en a plus de terre végétale. Quand on dit terre végétale, maintenant, c'est une terre qui n'est pas trop salopée. Mais même en sachant ça, on ne peut pas présumer. En Italie, il y a toute une partie, une région au sud-est de l'Italie, on ne peut plus cultiver parce que la mafia fait plus de thunes en enfouissant des déchets toxiques industriels qu'avec la dope. On en est arrivé. Donc moi, j'ai dit, touche pas à mon remblai. Je pense que ça fait 2 siècles que l'Occident et tout le monde à la suite salope. Il est grand temps, pour pas dire urgent, d'apprendre à nettoyer. Et bingo, il y a quelques semaines ou mois, il y a eu un super reportage sur Arte où des universitaires de Nancy arrivent en Albanie, ils voient une super plante. Les paysans albanais, vous faites quoi avec ces plantes? On n'arrive pas, ça fait des siècles, on n'arrive pas à l'enlever. De toute façon, la terre elle est morte, on crève tous la dalle. Et effectivement, les chèvres elles sont comme ça. Le mec leur dit mais non, cette plante-là, elle capte le nickel.
Eh ben, vas-y, maintenant, ils cultivent à donf cette plante. Ils mettent même des plantes à côté qui ameublissent le sol pour que les racines vont. Elles captent le nickel, on crame la plante, et dans les cendres, on produit du nickel, mais je ne sais pas combien de fois plus que dans les extractions minières qui bousillent des milliers d'hectares, qui font des trous pourris sur lesquels rien ne va se passer pendant 2 siècles. Pareil, à Bestwich, au centre de l'Allemagne, un des endroits les plus pollués au monde, il y a eu je ne sais combien de tentatives d'industrie minière. Il y a quand même plein de végétaux. Et il y a une meuf qui est payée pour étudier la quasi-totalité des plantes qui se trouvent là, et dont certaines ont des applications économique, pour pas dire business, hein, et la nana est ravie parce qu'on la paye pour apprendre des choses qui vont permettre d'avoir max de connaissances pour dépolluer un peu partout. Pareil, CNRS a trouvé dans une mine de cuivre une plante. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors vous en avez planté à la ferme du Bonheur? Il y en a plus, beaucoup plus. On essaye tout justement. Excusez-moi, je vais être un peu long, mais là le sujet est carrément très très prégnant, et je pense que c'est enfin, par les temps qui courent, un rare signe d'optimisme. C'est pas Macron qui va nous sauver, mais c'est la pollution. Et cette plante-là, en la trafiquant, je ne sais pas ce qu'ils font avec, en tout cas, elle permet à une molécule de se concentrer 80 fois mieux pour exactement 80 fois moins cher pour une application pharmacie. Bref, vendredi 2 juin à 17h, en intronisation du rendez-vous au Jardin 2017, dont le thème, je vous le donne en mille, de l'année est le partage. On a une grosse conférence avec une belle brochette de gens sur cette notion de pollution. Je laisse quelques paperasses ici, servez-vous, et j'en ai fini. Oui, merci. Vous faites une bonne transition avec le partage, puisqu'on va passer à la dimension sociale des micro-fermes. Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension-là de formation, de ce que vous faites? Vous avez développé aussi un centre de formation, de transmission des savoirs et de lien social. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, en fait, ce qui est sûr, c'est que toute cette dynamique autour de l'agroécologie, elle a pour finalité de remettre à sa place le capital financier. C'est le seul capital par lequel on jauge la réussite d'un projet, donc la croissance, etc. Et d'y substituer les capitaux sociaux et naturels. Est-ce que l'homme a pour vocation de détruire son écosystème jusqu'à finir par se détruire lui-même? L'autre jour, j'étais avec Francis Allais, que vous connaissez peut-être, c'est celui qui fait le radeau des cimes, et je lui demandais, alors vous, le dérèglement climatique et tout, ça vous fait flipper? Il a 85 ans, il me dit, non, moi, le dérèglement climatique, je suis même pas sûr qu'on en voit la fin. Ce qui me fait flipper, c'est l'érosion de la biodiversité, parce que pour mémoire, on est en train de vivre la 6e extinction des espèces, et elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes. Et on est en train d'assister à ça. Et ils disent, ce qui est clair, c'est que nous sommes la biodiversité, nous sommes la nature, et il fait partie de ces gens qui, comme moi, mais vous ne le dites pas parce que sinon on dit que je suis anxiogène, il fait partie de ces gens qui, comme moi, pensent que dans 100 ans, il n'y a plus d'humains sur cette planète parce qu'on aura tout foutu en l'air. Bref, capital naturel, donc il faut préserver le capital naturel, et le capital social, c'est aussi autre chose. Et donc, pour répondre à la question, pour essayer d'y répondre, parce que c'est assez difficile, mais il y a tellement de gens qui sont en quête de sens, il y a tellement de gens qui comprennent qu'ils sont en train de travailler. Elle n'est plus là, Hélène? Je viens de recroiser une collègue d'école qui me disait, on a fait école de chimie, moi je suis parti pas dans la chimie, et Hélène elle est partie d'abord dans des trucs cosmétiques, elle se dit c'est super, ça va être bien, mais en fait, désolé Hélène si je travestis ce que tu viens de me dire, mais elle dit en fait je me suis rendu compte que même ça c'était dégueulasse, puis je suis parti sur la pharmaceutique, et là je me suis rendu compte que c'était dégueulasse, donc maintenant je fais mon potager, et donc vous pouvez aller aider Hélène à faire son potager qu'elle fait depuis quelques années. Mais globalement, c'est difficile de trouver des métiers qui sont bénéfiques à notre espèce. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui différencie l'espèce humaine de toutes les autres espèces, c'est que vous regardez, toute espèce vivante a pour unique objectif et unique moteur le fait de produire, de créer les conditions extérieures nécessaires à sa propre survie. On fait exactement le contraire, en polluant nos sols, en bouffant du poison, en délocalisant toute la merde d'un côté et puis en faisant croire qu'on arrive à vivre bien par ici.
Et donc, l'enjeu maintenant, c'est plus d'essayer de faire moins mal, c'est plus d'essayer de moins polluer, c'est de faire quelque chose qui fait du bien. Et en fait, cette quête de sens et produire des légumes tout en régénérant la biodiversité, en captant du carbone, en faisant du lien social, en produisant de l'eau propre, parce qu'en fait, à la sortie d'une ferme, qu'est-ce qu'il y a d'une ferme qui produit bien, c'est de l'eau propre. C'est quand même fou d'imaginer que l'agriculture, elle est responsable de tellement, l'agriculture chimique, elle est responsable de tellement de problèmes, de la pollution de l'eau aux émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est précisément l'agriculture qui est la seule alliée, enfin c'est le seul outil qu'on ait pour produire de l'eau propre, c'est la phytoépuration, pour capter du carbone, c'est la photosynthèse. C'est complètement fou. Et donc du coup, ces gens qui sont en quête de sens voient dans ce type d'activité, dans ce type de métier, peut-être un refuge salutaire justement pour être sûr qu'ils font plus les choses mal. Moi, ma femme, elle était fiscaliste internationale, elle était avocate pour elle était fiscaliste. Et donc, on a un enfant handicapé, donc depuis 5 ans, elle ne peut plus bosser, elle s'occupe de notre enfant handicapé. Et souvent, elle se pose des questions, est-ce que je fais du bien à la société ou pas ? Elle se dit, au moins, ce qui est sûr, c'est que je m'occupe de notre fils, et que notre fils est heureux, et que du coup, je suis utile quelque part à la société. Et l'autre jour, elle était super contente. Dans Alternative économique, il y avait un truc où il listait les métiers par ordre de toxicité. Et elle dit, putain, j'ai découvert que je faisais le métier le plus toxique au monde. Parce qu'en fait, être fiscaliste international, c'est aider, par exemple, elle est brésilienne, c'est aider des boîtes qui viennent, des multinationales, qui viennent extraire tous les minerais, à ne pas payer un seul impôt sur place, donc à laisser toute la merde sur place, à garder les richesses, etc. Et donc, il n'y a rien de plus toxique. Bref, tout ça pour dire que dans une période où il y a une vraie quête de sens, ce qui est sûr, c'est que une valeur sûre et fondamentale est quasiment éternel, quoi. Enfin, on aura toujours besoin de bouffer, c'est l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on croule sous les mails. On a plus de 1000 mails par semaine, dont 300 de gens qui veulent s'installer, qui veulent se former, qui veulent arrêter leur boulot de développeur ou de banquier et qui veulent s'installer. Donc c'est plutôt de bon augure, mais maintenant il va falloir former tout le monde et faire en sorte rétablir une distorsion de concurrence, on pourra aller plus loin, entre l'agriculture industrielle et les produits industriels et les produits bio. Donc, à Nature Paris, vous faites aussi un petit peu de réinsertion professionnelle. On ne fait pas dans le social à Nature Paris. Mais si, un petit peu quand même, mais ce n'est pas notre vocation. Non, par contre, on s'intéresse au social quand même. Et l'agriculture urbaine, effectivement, de ce point de vue-là, ce que dit Maxime, notamment par rapport aux vocations qu'elle suscite, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, allez, 10 ans, je ne sais pas, c'est toujours dur de borner les choses, mais quand vous disiez à quelqu'un qu'il était paysan, c'était pas forcément très fun dans la bouche de celui qui vous disait tiens, t'es un paysan toi. Aujourd'hui, c'était devenu limite une insulte. Aujourd'hui, paysan, c'est plus du tout une insulte, c'est bien au contraire tout à fait autre chose. Ça je dirais, retrouver ses lettres de noblesse. Bon, l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais en tous les cas, il y a très clairement une revalorisation de ce métier et du coup des nouvelles vocations qui effectivement ne cesse de grandir. Maxime disait qu'il recevait des milliers de mails alors peut-être pas des milliers par semaine, mais en tous les cas un bon millier. Voilà, ça se voit, on le voit nous à Nature Paris effectivement par l'ampleur que prend l'agriculture urbaine avec toutes ces initiatives qui se créent. Je vous disais, on est à 270 hectares d'espace en agriculture urbaine sur l'Île-de-France et je pense qu'on est en deçà de la réalité en plus. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant et l'aspect social est bien là parce que bien souvent aussi c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle ou en insertion professionnelle. Donc on est bien dans quelque chose qui là transforme un petit peu. En tous les cas, on est dans un levier économique. Alors après, on pourra dire ce qu'on veut de l'économie, mais voilà, en tous les cas, on est dans un levier intéressant pour changer un certain nombre de choses. Et je m'arrête là parce que je suis sûr que Roger a quelque chose à dire sur le sujet. Autre intérêt, je pense, de l'agriculture urbaine, c'est effectivement de changer la ville, je dirais de la changer dans le sens de rendre la ville comestible, de rendre la ville, je dirais, de la transformer en ville refuge. Et quand je dis ça, quand je dis ville refuge, je pense notamment à la triste crise que l'on vit aujourd'hui, cette fameuse crise des migrants notamment, qui donc amène dans notre pays énormément de populations qui sont avec des parcours totalement cassés, je dirais, et l'intérêt de nos villes, parce que ces gens fuient effectivement des zones
de guerre, ils fuient vers des centres urbains, vers des métropoles. Je crois qu'aujourd'hui, nos villes, elles sont absolument pas accueillantes. On le voit bien, moi, j'habite plus à Paris, en fait, hein, mais j'ai longtemps habité ici, dans le 18e. On voit bien ce qui se passe dans le 18e, ce qui s'est encore passé, d'ailleurs, ce matin, du côté de la porte de la Chapelle. Et ce qu'il faudrait, de mon point de vue, en tous les cas, c'est vraiment travailler sur cette notion de ville-refuge. Et la notion de ville-refuge, elle est complémentaire, je dirais, ou alors l'inverse, ça reste à définir, à la ville comestible. Avoir une ville où vous avez de la nature, et qui plus est de la nature qui se mange, c'est aller vers une ville apaisée. Et d'un point de vue social, ça me semble extrêmement intéressant, cette notion-là. Juste un mini rebond sur l'histoire des migrants. Une grande partie des migrants qui arrivent sont des gens qui, en plus, sont pour beaucoup des paysans, hein. Et les mettre dans des boîtes à sardines dans le 19e, c'est juste une folie aussi, alors qu'il y a, je sais pas, il y a combien de villages abandonnés dans la Creuse ou dans des régions éloignées. Enfin, et nous, Ferme d'Avenir, on fait partie du groupe SOS, et là, le groupe SOS, là, on est en train de monter un projet avec 86 migrants qu'on prend et qu'on va amener dans un village paumé dans les Cévennes pour les faire cultiver. Et honnêtement, je pense qu'ils seront beaucoup moins malheureux dans un village à la nature que dans le 19e à la soupe populaire, quoi. Bah ça, on arrive justement dans une ambiguïté. Nous, on a quelques militants, évidemment, qui viennent, et des fois, ils viennent avec des réfugiés dont ils s'occupent. Les mecs, ils nous prennent pour des martiens. Il y a une partie, ils quittent un pays, tout le tiers-monde, hein, c'est encore des sociétés rurales comme nous, on l'était il y a 2-3 générations. Ils nous prennent pour des martiens. Ils veulent surtout pas soulever une pioche. Il y en a une partie, il y en a quelques-uns, ils sont ravis. J'ai l'impression qu'on assiste à une étape culturelle. Et c'est en ça que je pourrais ne pas me foutre de la gueule de l'agriculture urbaine. Paris, c'est un centre de décision international. Donc peut-être qu'effectivement, ces petites amusements, là, un peu comme ici, comme à droite à gauche, les petits toits, l'aquaponie, machin... ça peut être anecdotique, moi je suis très très sceptique, mais en même temps c'est un message. Il y en a un autre aussi, j'ai un peu été surpris que même TF1 et M6, ils s'occupent de nouvelles cuisines. Je dis putain, on n'arrête pas de parler de bouffe. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de drame mental, culturel, putain, où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que cette étape historique de l'humanité? Et que inconsciemment comme ça, on se rassemble tous vers un fondamental, c'est-à-dire notre gasoil, c'est-à-dire la bouffe, c'est-à-dire le vivant, la planète, et dont le premier rapport entre, comme ça, physiologique et l'animal cultivé de l'homme, c'est l'agriculture, quoi. Sur la notion sociale, à partir du moment où on a, comme je l'ai dit encore, pris autorité commune, spontanée, aléatoire, libre sur ces 4 hectares du champ de la Garde, je dis très peu de choses aux gens. Je dis, voilà, il y a cette poubelle-là, il faut nettoyer pour faire à manger. Et c'est très émouvant de voir comment n'importe qui, transgenre, générationnel, culture, sociale, etc., retrouve en 5 secs les méthodes. Et on bouleverse ce remblai, qu'on appelle la Terre, et on exclut tout ce qui n'est pas a priori, parce qu'on ne sait pas trop. Des fois, il y a la non-terre qui ressemble à la terre, les bâtis fondus, les capotes, les machins, tout ce que je disais tout à l'heure, et les cailloux. Et au bout d'un moment, on a une surface propre à accueillir semences et plantations, c'est-à-dire une terre ameublée, et on se retourne vers les exclus. On vire plastique, ferraille, moquette, etc., etc. Personne ne touche aux cailloux. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, il y avait plein de gens qui bossaient, il y a 4 hectares, donc on pouvait bosser un peu à plusieurs sur un petit moment, mais tout seul, si vous voulez être solitaire dans la nature. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits tas, comme ça je me suis mis à les rassembler pour commencer à dessiner l'urbanisme. Parce qu'à un moment, même si on est la ferme du bonheur sur ce territoire, il aura une destination publique, on est derrière la Défense, il y aura du monde. Mais je me suis rendu compte, donc voilà, j'ai fait l'analyse a posteriori que... voilà, un petit signe social, une métaphore de la notion sociale, c'est que personne ne touche au caillou parce que c'est peut-être un des premiers outils de l'architecture en pierre sèche. Voilà. Maxime voulait ajouter quelque chose aussi. Ouais, juste un truc sur l'histoire qui nous voit comme des martiens. C'est quelque chose d'hyper important en fait. Les pays
qui n'ont pas encore atteint notre niveau de développement ou de progrès, vivent encore avec 70% d'agriculteurs, hein, en Afrique, en Inde, etc. Ils regardent notre modèle comme le modèle à suivre. Donc quand ils arrivent ici, pour beaucoup, ils se disent « Yes, ça y est, j'ai atteint le nouveau monde, je suis parmi les vainqueurs ». Et donc du coup, effectivement, quand ils voient que des gars, en plus passionnants, manient la pioche, ils doivent se dire « En fait, merde, on m'a trompé sur le truc ». C'est de notre responsabilité de leur montrer qu'une société qui a 2% d'agriculteurs ne fonctionne pas. Parce que nous fonctionnons avec 2% d'agriculteurs juste parce qu'on importe tout de chez eux, parce qu'on les fait travailler pour nous, parce qu'on détruit nous tout ce qu'on a ici et qu'on importe tout là. C'est de notre responsabilité maintenant de remettre des agriculteurs dans les champs. Et genre, c'est quand même fou, on dit qu'il y a 5 millions de chômeurs en France, hein, c'est un grand débat, le chômage. On importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an. On pourrait les faire chez nous. Enfin, un chômeur, ça coûte 15 000 balles par an à l'État. Un emploi d'avenir, ça coûte 19 000 balles par an à l'État. Donc, nous, on dit, faites sur les fermes qui pratiquent l'agroécologie, faites-les bénéficier d'aide à l'emploi comme des emplois d'avenir. Et donc, pour 4 000 balles, vous transformez un chômeur en un maraîcher et puis vous travaillez pour l'autonomie alimentaire, pour le développement rural, parce que, encore une fois, on dit qu'il y a du problème de logement en France, mais il n'y a pas du tout de problème de logement en France. En Creuse, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, tout le monde ne veut pas aller en Creuse parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais si jamais il y a un mouvement conscient, massif, petit à petit aussi, hein, ça ne veut pas dire, tiens, toi tu vas aller en Creuse, toi tu vas aller dans la Meuse et toi tu vas aller en Ariège. Organisons-nous. Et c'est l'histoire des oasis, des colibris, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est absolument indispensable, et c'est de notre responsabilité géopolitique et citoyenne, de faire comprendre aux pays du Sud que ça ne fonctionne pas avec 2% d'agriculteurs. Il y a Edgar Pisani, je ne savais pas qu'il avait survécu jusqu'à là, qu'on entendait sur France Culture il n'y a pas très longtemps. Il dit « Je suis le ministre responsable de la direction de l'agriculture vers l'agriculture industrielle. » Ne pas être non plus manichéen ni angélique. Jusqu'après-guerre, être paysan, c'est aussi être esclave. Les paysans, c'est aussi pour ça qu'ils étaient maudits ou qu'ils avaient une mauvaise... C'était un boulot d'esclave. La terre, les saisons, etc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'agro-industrie, l'agrochimie arrive à nous baiser. C'est dire, oui, mais avec les OGM, vous aurez quand même du riz. Bon, quel riz, on ne le sait pas, mais il y aura quand même du riz. Parce qu'il y a un autre tabou, j'en parlais avec Gilles Clément, il me disait il n'y a pas très longtemps, le grand tabou de la surpopulation humaine. Parce que c'est le gros argument qu'on nous sort. Il faut nourrir tout le monde. D'accord, ok, avec l'hygiène, la sécurité alimentaire, etc. On va vivre jusqu'à 115 ans. Ok, super, on va vivre jusqu'à 115 ans en bouffant du polystyrène. C'est pas mon choix, hein. Mais avec le tabou de la mort, etc. En tout cas, Pisani, il disait, aujourd'hui, j'ai 2000 hectares. Donc il disait que voilà, quand on s'est lancé dans l'agro-industrie, la la chimie agricole, etc., tout le monde était super content. On allait pouvoir un peu respirer le dimanche, voire même avoir un des avantages de l'Occident, c'est-à-dire les congés payés, payer rien foutre, allez dire ça dans le tiers-monde, tiens. Il dit, aujourd'hui, j'ai 2000 hectares, je ne fais plus cette erreur-là. Je fais au moins 200 fermes. Parce qu'on est passé d'une population de 60% en France, c'était le chiffre, tu ne te trompes pas avec 70%, 60% de Français agriculteurs à 3% d'agriculteurs aujourd'hui. Pisani dit, vous savez où ils sont les 57% qui manquent? Ils sont en banlieue aux minima sociaux. Donc je peux là justement sur l'histoire de morale de l'agriculture, la glèbe, je finis, le calvaire, l'esclavage. On a fait les deux expériences. Je pense qu'une des solutions est l'agriculture urbaine, malgré la critique que je n'arrête pas d'en faire. À ce sens-là, intéressant, c'est que cette agriculture d'esclavage, c'était des agricultures de petites familles, esclavées souvent par des grands propriétaires terriens. Donc assez individuels. Aujourd'hui, c'est des grands individus qui ne sont même plus paysans, qui sont des banquiers, en tout cas, ou des faiseurs de dossiers. Donc je pense que une des ouvertures, une des fenêtres, une des solutions, si j'ose me permettre, c'est peut-être de collectiviser ça. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de mener à la ferme du bonheur. Le postulat, on parlait de la production à un moment, où on va y arriver. On y arrive, tiens, justement. Voilà. Sans Alors justement, est-ce que... Le projet de la ferme, je pense qu'avec les 147 hectares d'espace vert avérés, plus les sauvages oubliés, etc., plus mon champ de la garde, plus le projet de promotion immobilière de la défense... Roger, vous aviez dit que vous ne vouliez pas parler d'économie, que ce n'était pas votre truc.
sauf au sens originel du terme, c'est-à-dire économie. L'origine, c'est faire bouillir la marmite, comment on fait manger la famille. On peut arriver à Nanterre à nourrir l'équipe de la ferme, les équipes en résidence, soit des chantiers d'insertion, je ne sais pas encore, et le public qui vient aux événements culturels, en viande, fruits et légumes. Okay, merci. Maxime, est-ce qu'une micro-ferme peut être, entre guillemets, sobre, viable, rentable ? On aimerait bien que ça fonctionne. On aimerait bien que ça fonctionne, que ce soit... que la permaculture soit une recette miracle, un petit truc magique qui dise maintenant on arrive à faire un ROI à 2 chiffres, enfin un retour sur investissement à 2 chiffres avec le maraîchage, mais ça fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs raisons. Déjà les aléas climatiques. L'année dernière, nous on était bien partis, on a tout mis bien en place. Puis il a plu pendant 1 mois et demi entre mai et juin. Donc tout ce qu'on avait mis en fertilité a été lessivé, donc ça s'arrête de pleuvoir, on se dit super, on remet du compost, et là, sécheresse pendant 1 mois et demi, donc le compost qui est pas minéralisé, donc qui n'est pas absorbé par les plantes. Bref, on se retrouve avec 30 à 35% de pertes, juste parce que la météo n'a pas été clémente. Et inutile de le dire ici, mais vous savez que la météo le sera de moins en moins clémente. Hein. Là, je sais pas, vous avez vu, nous, il a gelé il y a 10 jours en Touraine. Donc, il y a certains vignerons qui ont perdu 100% de ce qu'ils allaient récolter. Et ils ont essayé de lutter contre ça. Vous savez comment on lutte, hein. Moi, ça, j'ai découvert ça quand je suis arrivé. On lutte ça, on met des hélicos qui passent au-dessus des vignes et qui évitent à l'air chaud de repartir. Et donc, il y a des hélicos qui passent au-dessus des champs pour laisser l'air chaud. Bref, c'est un peu ouf. Donc ça, c'est le premier truc, c'est les aléas, les aléas climatiques. Le deuxième souci, en fait, il est dans chacun de nous. C'est chacun de nous a le pouvoir de choisir ou de financer le monde qu'il veut. Et le panier des ménages, enfin la part du panier des ménages attribué à l'alimentation est passée de 30% dans le milieu des années 60 à 11% maintenant. Alors bien sûr, il y a vachement plus de t-shirts, d'iPhone, de machin, et puis on adore prendre l'avion pour aller faire un week-end, peut-être pas à Istanbul en ce moment, mais je sais pas où. Bref, moi j'ai arrêté de prendre l'avion il y a quelques années. Et donc là, chacun a son rôle à jouer, et effectivement, il faut, par ses actes de consommation, encourager ça, et ça permettra aux agriculteurs d'en vivre mieux. Et enfin, et last but not least, c'est sans doute le levier le plus important, et c'est celui sur lequel, avec Ferme d'Avenir, on met toute notre énergie, en tout cas, c'est qu'il y a 2000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles qui sont payés par l'agro-industrie, l'agrofinance, pour faire passer des lois qui sont favorables aux gens qui les emploient. Je rappelle qu'il a fallu 40 ans pour faire valider que le tabac était cancérigène. Les lobbies du tabac, c'était des bisounours par rapport à ceux de l'alimentation, de l'agro-industrie. Et donc, juste là, il faut faire du lobbying citoyen, c'est ce qu'on essaie de faire, et de dire, en fait, c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de mettre de faire bouffer... Enfin, d'ailleurs, Edgar Pisani, qui a été ministre de l'Agriculture dans les années 60, qui a donc été l'artisan du grand remembrement, et d'ailleurs, on casse juste une idée reçue à ce sujet-là. Tout le monde croit qu'en fait, après la guerre, il a fallu mettre plein de tracteurs parce qu'il n'y avait plus de bras et qu'il fallait nourrir beaucoup de monde. C'est pas vrai. Le dernier ticket de rationnement en France, c'est 48, et le gros mouvement du remembrement, c'est les années 60. Bref, tout ça pour dire que c'est pas une fatalité de faire les choses comme ça, et donc on essaie de proposer des solutions, et ça, c'est en votant, ça y est, merde, c'est passé. Dans un mois, on revote. Donc du coup, voilà, c'est pas évident, et clairement, lutter, quand on veut faire une micro-ferme et donc qu'on travaille à la main, beaucoup à la main ou avec des outils manuels, très peu de pétrole. Nous, l'année dernière, on a utilisé, sauf pour les livraisons en camion autour, on a utilisé, je crois, 70 litres de gasoil sur la ferme, entre la débroussailleuse, le motoculteur, etc. Donc c'est que dalle. Et voilà, lutter quand on travaille à la main avec le coût du travail qu'on connaît contre un tracteur qui consomme certes 22 litres de gasoil par heure, mais à $50 le baril, ça lui pose pas trop de problèmes, eh bien en fait c'est juste pas possible. Donc il faut rétablir cette distorsion de concurrence, inverser le truc, et c'est ce sur quoi... Comment vous en sortez à Ferme d'Avenir ? Nous, Ferme d'Avenir, c'est une association qui a un projet originel pilote qui est la ferme de la Bourdésière, par lequel on essaie de démontrer la viabilité économique.
on se frotte à la réalité pour pas mal de raisons. Hein. D'ailleurs, un des partis pris qu'on assume et qu'on va continuer d'assumer, c'est qu'on veut salarier les maraîchers qui sont sur la ferme, et donc ils sont à 39 heures et ils sont payés. Un maraîcher en moyenne en France, il bosse 70 heures et il se paye 700 balles. Donc nous, on n'a pas inventé des formules magiques pour dire qu'en fait, en bossant 39 heures, on va réussir à lui sortir 1500 balles. Donc on est face à cette réalité. Et donc ça, c'est l'évaluation de ce modèle. On fait les calculs qu'il faut en disant, en fait, avec tel ajustement, je vous parlais tout à l'heure des emplois d'avenir, si les salariés étaient emplois d'avenir, c'est bon. On est à l'équilibre. Donc on n'est pas loin du compte. Il suffit d'un engagement politique. Pour une fois, au lieu de dire, tiens, on va libéraliser cette substance et la vendre à pas cher et la subventionner par la PAC, on dirait, tiens, on va donner un tout petit peu. Hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, on a fait le calcul. Il suffirait de diminuer de 15% le pilier 1 de la PAC pour augmenter de 25% le pilier 2. Je suis désolé, je rentre dans les trucs techniques, mais vous avez toutes les infos sur la pétition Ferme d'Avenir. Bref, c'est possible. Sur la ferme, c'est le projet originel. Ferme d'Avenir, c'est une association. Maintenant, on est 17 dans l'association. On fait le tour Ferme d'Avenir, on fait des concours, on fait du conseil. On crée 4 nouvelles fermes, dont une de 70 hectares en Île-de-France. Vous diversifiez l'activité, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, c'est ce que la nature invite à faire. Hein. Il faut diversifier si on veut être résilient. Et voilà. Je vais rebondir. Je vais faire juste un petit écart. Faut aller voter. Moi, de ma vie, je suis une personne âgée maintenant. J'ai 53 ans, donc j'ai souvent voté. Et j'ai jamais été aussi déterminé cette année à ne pas y aller. Je ne crois plus aux politiques, c'est terminé. Je ne crois plus qu'à nos expériences. Alors je le paye cher, moi, justement, ma radicalité, mon verbe haut et libre, je le paye très très cher, mais je m'en fous. Ça y est, voilà pour la parenthèse. Je parlais tout à l'heure d'un schéma culturel. Nous, en France, et a fortiori à Paris, on n'a jamais été aussi riche, notamment du temps. Vache, vous avez du temps pour venir écouter Trois oiseaux jacassés, là. On n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais eu autant de moyens de confort, moyens de communication, et en face, on n'a jamais été aussi seul. Je pense qu'il y a quand même, ça touche un peu... ça pose des questions. Hein. Je pense qu'il y a un moment, cette richesse-là, si elle sert à notre solitude, il y a un vrai problème. N'en déplaise à ce vieux 68ard de Sartre, 68, on n'en sort pas de cette idéologie. Hein. L'enfer, c'est pas les autres, l'enfer, c'est soi. Le bonheur, c'est les autres. Antoine ? J'étais surpris, t'as été super rapide là. Alors, sur l'aspect économique et sur l'aspect, je dirais, nourricier des fermes urbaines, je voulais juste ajouter un petit quelque chose en complément de ce qu'a dit Maxime. Ce qui est intéressant aussi dans les micro-fermes urbaines, notamment, je ne parle pas là des micro-fermes maraîchères, vraiment des micro-fermes urbaines, c'est qu'elles s'inscrivent, je dirais, dans un circuit multiple de l'alimentation. Je veux dire par là qu'elles vont produire, certes, une certaine quantité de nourriture, suivant le nombre de mètres carrés sur lequel elles seront. Je ne parle même pas d'hectares, parce que c'est bien souvent difficile de trouver ne serait-ce qu'un hectare, surtout dans Paris et dans la petite couronne. Mais en tous les cas, elles vont produire donc, sur l'espace où elles sont un certain nombre de quantités de nourriture. C'est ce que disait à l'instant Roger. Mais en même temps, elles vont s'inscrire dans un système de flux et d'échanges avec les territoires. Et elles vont servir, on parlait du lien social, mais elles vont servir aussi à retisser du lien, je dirais, spatial entre ces fameux territoires, et notamment avec l'Interland nourricier. Je parle de Paris et de la petite couronne, là. L'Interland nourricier, donc, qui se situe dans les départements de la grande couronne, le 77, 78 et j'en passe. Et en retissant ce lien, elles vont contribuer aussi à permettre de revivifier ces territoires. Et peut-être même mieux, elles vont permettre... On parlait de changement culturel sur ces territoires du 77, donc la Seine-et-Marne et les Yvelines notamment. Vous avez là le top du top de l'agriculture chimique, en termes de céréaliers notamment. Là, il n'y a pas beaucoup de vie quand vous prenez une motte de terre, le fameux exemple des Bourguignons qui vous prend une motte de terre en agriculture intensive, chimique, etc. Et à côté, une motte de terre où il n'y en a pas. Là-bas, donc, dans ces territoires-là, on est vraiment en plein dans cette illustration des Bourguignons. Ce qui est intéressant, moi je crois, c'est peut-être un peu utopique, on parlait de mai 68 tout à l'heure, je crois vraiment que ces micro-fermes-là, que ce mouvement-là, en tous les cas, en permettant à nouveau cette circulation des flux, en
il est capable aussi de faire évoluer, je le crois sincèrement, il est capable de faire évoluer les agriculteurs, les grands céréaliers, alors pas tous, voilà, mais en tous les cas, il y en a certains qui commencent à se poser des questions sur leur mode de production, sur leur pratique agricole. Et ça, c'est parce que, entre autres, il y a ce mouvement qui existe aujourd'hui, qui fait un peu masse critique, qui commence un petit peu à faire masse critique, et on peut réussir un petit peu à gagner là-dessus. Moi, j'ai été en Touraine il y a un an ou deux, je vais vous raconter ma vie, mais bon, enfin, j'étais dans un gîte rural, et ce gîte rural, il se trouve que c'était la propriété d'un agriculteur, d'un grand céréalier qui avait, je crois, 160 hectares. Et encore, c'est pas énorme, 160 hectares par ailleurs. Eh bien, il m'a interrogé, donc il a compris de ce que je faisais, il m'a dit, mais alors, est-ce que, par exemple, mes 160 hectares, je pourrais les convertir, donc il était vraiment sur de la chimie, est-ce que je pourrais les convertir en permaculture? Et ça, déjà, moi, je trouve que quand un gars comme ça, qui encore une fois balance de la chimie depuis 20 ans et qui se rend compte des dégâts par ailleurs qu'il cause à l'environnement, mais à lui-même, parce qu'on oublie par ailleurs de dire que c'est eux les premières victimes, ces céréaliers de cette chimie agricole. Eh bien, quand il commence à se poser ces questions-là, quand il commence à vous demander est-ce que je peux convertir mes 160 hectares en 160 hectares de permaculture, il y a quelque chose qui se passe. Et de ce point de vue-là, je crois que les micro-fermes urbaines, elles contribuent à ce mouvement, à ce changement culturel. Merci. Ah, justement, Roger, c'était une dernière question avant de passer au débat sur la créativité. La créativité, donc à la Ferme du Bonheur, il y a cette part-là qui a une part importante au niveau du théâtre, du chant, de la musique, mais aussi de la créativité, peut-être de trouver des solutions alternatives et possibles à l'avenir. Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je fonctionne vraiment à l'instinct et à l'intuition. C'est vraiment par une espèce de caprice esthétique. Alors, est-ce que c'est parce que mes parents nous ont interdit d'avoir des animaux à la maison? Je me souviens qu'à 17 ans, au bout de 2 ans d'adolescence, j'ai eu un hamster. Je ne sais pas si c'est la vengeance de ma liberté d'adulte qui m'a vu récupérer des animaux. Mais en tout cas... je me suis rendu compte au bout de quelques années que j'étais à la ferme en préparant un spectacle sur les écrits politiques de Jean Genet, Black Panthers, Palestiniens, Bande à Bader, etc. Donc j'ai pris un corpus, un choix de texte dans le 6e tome de ses œuvres dites complètes, où on dit que sont rassemblés tous ces écrits politiques, mais il y a aussi les entretiens qu'il avait donnés à tous les médias, donc le Genet intime et le Genet politique. Donc là, je choisis un peu des extraits, je les mets en forme, etc. Puis bon, j'ai un petit corpus comme ça, et j'ouvre. Bon, allez, avant d'avoir les acteurs humains, voilà ce que je vais faire. Alors là, j'ouvre la porte, là, j'allume tel projecteur, là, je fais amener tel décor, là, il y a le cheval, hop, j'ai fini. Ah, d'accord, ça y est, c'est fini, j'appelle les acteurs. Je dis, merde, j'ai oublié mes chèvres. À l'époque, j'avais des chèvres, maintenant, c'est les moutons. J'ai oublié mes chèvres. Donc, je suis retourné dans le texte, et j'ai trouvé tout à fait l'endroit où les chèvres allaient intervenir. Et je me suis rendu compte que, comme ça, inconsciemment, les animaux étaient des règles de mon théâtre. Je vais un peu revenir à ce machin-là. Je trouve que l'agriculture, le vivant... voilà. Il y a vraiment quelque chose de parfaitement communiste, pas du tout au sens idéologique, au commun. Donc le spectacle, là on est en plein dans une des méthodes de l'Occident que Guy Debord, un pré-68 art, lui, enfin bon, a dénoncé avec cette fameuse formule de société du spectacle. C'est pour ça que quand je parle de mon travail artistique ou créatif, comme tu dis, j'ai du mal à dire théâtre parce que j'ai pas souvent de texte, mais je parle de spectacle dans les deux sens du terme, à la fois plein la gueule et à la fois ce joke un peu privé de société du spectacle avec la critique qu'elle induit, quoi. Et alors, voilà pour le schéma économique. L'agriculture de la Ferme du Bonheur, j'ai inconsciemment, en tout cas délibérément, je la mets sous perfusion. C'est le spectacle, et même mes spectacles, pas seulement ceux des artistes que j'accueille, qui financent l'ensemble, et j'en mets. La première institution qui a accepté de reconnaître le volet environnement, c'était la région, qui nous haïssait parce qu'il y avait des communistes à la culture, et
comme on est en guerre avec les communistes de Nanterre, on a été sabordés pendant des années, on n'a jamais eu droit. Et quand même, par quelques écolos, on a réussi à avoir une petite subventionnette qui est devenue un peu conséquente. En tout cas, toutes les autres institutions ne veulent pas reconnaître ce volet-là. Et puis quand Pécresse est passé, c'est foutu à la poubelle, mais alors cash. C'est encore mieux que la gauche, la droite, c'est fou. On va passer au débat avec la salle. Pour faire vivre un maraîcher, donc il faut qu'il sorte un salaire, donc 1500, enfin chargé c'est 26 000, un SMIC. Donc idéalement, il faut sortir 26 000, ça fait 2 000 par mois. Ben, ça fait 500 € par semaine, donc 2 000 par mois exactement. S'il faut qu'il les sorte, comment je vais le faire ? En gros, si on arrive à le faire ben non, mais en fait c'est pareil. Si jamais, ouais, ben en fait c'est 6 fois plus quoi. C'est pareil. On dit que c'est entre 5 et 20 fois plus, et donc en fait, si jamais nous, la densité de travailleurs par unité de surface est 6 fois plus importante, il doit sortir 6 fois plus par unité de surface pour se payer, quoi. Donc c'est à peu près pareil. Je vais le faire sur ma ferme, parce qu'à la limite, essayer de faire des théories extrapolées à partir d'exemples, c'est compliqué, mais nous, sur notre ferme qui fait 1,4 hectare, on veut sortir 100 000 € de chiffre d'affaires pour couvrir 3 salaires, donc 78 000 € et 20 000 € de charges. Désolé, je parle économie. Bref, donc il faut sortir 100 000 € sur 1,4 hectare. 100 000 €, si on lisse la production sur 50 semaines, ce qui est illusoire, mais comme ça permet d'illustrer le truc, ça veut dire qu'il faut sortir 2 000 € par semaine. 2 000 € par semaine, si on estime que les maraîchers ont le droit d'avoir un week-end, ça veut dire 400 € par jour. 400 € par jour, à 3 € le kilo de légumes, ça fait 140 kilos par jour. J'ai pas répondu à la question initiale, si ce n'est qu'en fait, c'est le même ratio, quoi. Typiquement, on arrive à sortir 6 fois plus de valeur par unité de surface qu'en maraîchage chimique. Putain, j'ai fait une... Faut être vachement bon pour sortir ça. Hein. Okay. C'est minimum 5 ans de pratique et faut s'être bien formé avant. Hein. Nous, on n'y est pas encore. Hein. Mais alors, justement, est-ce que plutôt qu'un SMIC par mois, on ne pourrait pas dire 10 personnes et on n'aurait pas forcément besoin de 10 SMIC? On pourrait avoir une maison commune, tout est possible. Des charges communes, etc. Nous, là, on relance un concours dans quelques semaines. Là, c'est un concours de projet collectif. Ma sœur, elle est installée en GAEC, et donc ma sœur, ils sont 4, et ils sont donc 3 familles, c'est bizarre, mais en bref, ils sont 4 personnes à bosser dessus, et donc ils font de l'élevage, donc du coup, grâce à cette organisation, ils n'ont pas tous les week-ends d'astreinte, ils ont 3 week-ends sur 4 où ils sont libres, et effectivement, ils arrivent à être plus efficaces. Et d'ailleurs, ils ont même mis une école Montessori dans une yourte, donc leurs enfants sont élevés à la ferme. Enfin, bref, et ça fonctionne bien mieux en projet collectif. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'on n'était jamais aussi seul, qu'on n'a jamais été aussi seul. Les projets collectifs sont des dynamiques qui vont révolutionner chez certaines personnes, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui sont hermétiques à tout ça et qui pensent que c'est des vieux trucs de baba cool. Aller chez ma sœur, elle a un peu l'air d'une baba cool, n'empêche qu'elle est pas malheureuse, elle est super au fait de ce qui se passe dans le monde, elle n'est pas déconnectée et elle rend tous ses clients hyper heureux parce qu'elle fait le meilleur fromage de chèvre du monde. Communiste, pratiquant, non-croyant. Oui, je rassure, pour le poste d'éleveur que la ferme propose, on a une super petite meuf à la communication qui est ravie de nourrir les bêtes le matin, donc il aurait ses week-ends. Il ou elle d'ailleurs. Je me demandais, on a parlé de l'Union européenne tout à l'heure et du fait que la France importait énormément de légumes, pour 4 milliards, il me semble, non? C'était ça. Est-ce que justement, le fait qu'il y ait cette division géographique du travail entre les pays de l'Union européenne, donc en soit qu'on produise des fraises en Espagne et du blé en Ukraine, et aussi la PAC et le lobbying, est-ce que l'Union européenne n'est pas un obstacle en soi au développement de ces fermes en permaculture? Sérieux, on a dit qu'on arrêtait ça. Ça fait 3 mois qu'on nous saoule avec l'Europe. Excusez-moi, mais je plaisante. Non, mais c'est une blague. C'est juste après une campagne telle qu'elle a été et vu comme ça a été sur la fin. Non, mais bien sûr, la PAC, il faut la refondre, il faut la renégocier, Et quand je parlais tout à l'heure
basculer 15% du pilier 1, qui est donc le pilier communautaire, vers le pilier 2, qui est donc le pilier plutôt souverain, et donc de dire, nous, sur les 10 milliards que la PAC nous file, on va donner un peu plus, on va prendre un peu plus la main sur la manière dont on aiguille ces subventions. Faut-il subventionner l'agriculture ? J'en sais rien, mais si c'est pas subventionné d'une certaine manière, il faut que le prix soit plus élevé, ou que, enfin voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu compliqué tout de suite de le faire sans subvention. Il y en a plein qui essayent de le faire sur des petites fermes et donc qui revendiquent le fait de dire je ne remplis même pas mes papiers de la PAC. D'ailleurs, pour info, les fermes bio, on attend toujours le versement de 2015. Donc c'est même pas de 2015-2016. Donc vous touchez un truc de la PAC ou pas? Pardon? Tu touches un truc de la PAC ou pas? Nous, on touche rien de la PAC. Nous. Ok. Bon, une question de taille ou de faiblesse de la production? Nous, c'est une question. Ouais, c'est juste qu'en fait, ça nous prendrait une journée à remplir les papiers pour toucher, à mon avis, vu notre taille, 400 balles. Ouais. Donc non. Mais est-ce que la politique commune, elle est nécessaire sur cette question de l'alimentation? Après, encore une fois, moi, je n'ai pas vocation à savoir comment ça se négocie à Bruxelles. Je veux juste que ce qu'on peut, nous, négocier en France, pour le bien de la santé de nos enfants, pour le bien des emplois, pour le bien de la beauté des paysages, qu'on le fasse. Et en fait, nous, on propose juste une action simple, c'est ce que je disais, c'est basculer du pilier 1 vers le pilier 2, quoi. Juste là-dessus, vous disiez que est-ce que l'Union européenne ou la PAC était un obstacle au développement des micro-fermes urbaines? Moi, je crois qu'au contraire, d'ailleurs, ça le montre bien, le mouvement pour l'instant, il n'est pas du tout freiné par l'Union européenne et par la PAC. Il se développe, je ne pense pas Maxime qui va me contredire, il se développe des micro-fermes de façon régulière. Vous avez des néo-paysans, c'est le vocable qu'on le veuille ou non, qui est employé, qui sont de plus en plus en train de s'installer dans les campagnes. Et moi, je crois que loin de faire obstacle, ce qui est intéressant, c'est que plus vous aurez de micro-fermes, plus vous aurez de néo-paysans, plus vous atteindrez une masse critique. Et c'est cette masse critique qui permettra peut-être effectivement de changer l'Europe. Tant que vous n'avez pas atteint une masse critique, les lobbyistes dont on parlait tout à l'heure, ils n'entendent pas. Le jour où vous avez une masse critique qui est capable effectivement de s'opposer à cette fameuse PAC dont on nous rabat les oreilles à juste titre d'ailleurs, et à cette Union européenne qui ne fonctionne pas sur ce plan-là d'ailleurs, ça ne marchera pas. Donc installez-vous, il faut y aller, parce que c'est ultra nécessaire. Ça s'appelle les rapports de force. C'est triste, parce qu'on n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans, mais malheureusement, face à l'Union européenne, c'est ce qui fonctionne. D'autres questions? Juste pour donner un ordre de grandeur, la PAC c'est 10 milliards d'euros par an. Ça fait 1 million d'euros chaque heure pour acheter des tracteurs et des phytos. C'est comme ça qu'on maintient le truc à flot. Et sans la PAC, 70% des fermes déposent le bilan dans l'année. Donc voilà. Après, comme on est les premiers aussi contributeurs à la PAC au niveau de l'Europe, on pourrait penser les choses différemment, c'est sûr. Mais déjà que la PAC soit repensée pour ne plus être une subvention à la taille, parce qu'en fait, mais une subvention à l'emploi, ne serait-ce que ça. Et à la limite, on pourrait dire, c'est totalement logique. Déjà, là, on changerait largement les choses et on limiterait l'expansion à l'infini des fermes. Voilà. Il y a des études qui montrent que l'agriculture familiale serait capable de nourrir toute la planète. Ça ne se passe pas en Europe. On parlait tout à l'heure des modèles plus traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, il y a 90% des agriculteurs dans le monde qui n'ont pas de tracteur. 90% des agriculteurs dans le monde qui n'ont pas de tracteur. Notre modèle nous voile les yeux, quoi. On croit que l'agriculture industrielle est le seul modèle et ils arrivent à nous faire croire, à faire croire ça en disant oh là là, mais est-ce que tu crois que l'agroécologie pourrait nourrir la planète? Olivier de Schutter, qui est donc le rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, qui en est à son 2e rapport, ça fait 15 ans qu'il bosse sur la question, il a parcouru le monde dans tous les pays, aller voir toutes les agricultures paysannes du monde. Sa conclusion, elle tient en une phrase, c'est l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. Voilà. On ne pourra pas nourrir tout le monde avec l'agriculture industrielle qui défonce la biodiversité, qui défonce nos enfants, qui défonce l'emploi et qui ne tient qu'avec le pétrole. Le pétrole, c'est une gaussienne. À un moment, il n'y aura plus de pétrole. Si on sait, le chiffre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il nous faut 7 à 10 calories de fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. C'est juste
aberrant de croire qu'on va tenir comme ça. Et en fait, on est sur, on aura été un accident si on n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Ouais, mais ça justement, c'est peut-être un outil qu'il faudrait vraiment éclaircir, sur lequel il faut insister, parce que personne n'y croit. La dernière fois qu'on a vraiment parlé gravement ou quand on a commencé à parler gravement de la crise du pétrole, paf, le prix de l'essence a baissé. Il y a un truc que tu comprends pas. Pour être un peu le plus juste possible, le plus réel, enfin vrai possible, histoire d'avoir des outils pour combattre. Parce que dans le bon sens populaire, tu vois, moi je pars de ma banlieue. Là, à Nanterre, je suis dans j'ai choisi il n'y a pas très longtemps d'habiter dans un des quartiers que Sarko avait classé parmi les 24 quartiers hautement criminogènes honte de la France. Ça crève la dalle. Les mecs, tu peux toujours leur parler de bio, quoi. Tu vois, ils achètent au déstock, ils crèvent la dalle. Donc 90% d'agriculture paysanne dans le tiers-monde, 10% j'imagine que c'est l'Occident, forcément. Mais le prorata de la qualité, la capacité de production, je vais être trivial, combien de tonnes, par exemple ? L'agriculture industrielle ou financière, elle nourrit les réservoirs des bagnoles et elle nourrit le bétail, globalement. Elle ne nourrit pas nous. On importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes. Donc, en tonnes, le meilleur moyen de se nourrir, déjà, c'est de changer un petit peu ses méthodes alimentaires. Hein. Je vous rappelle que 80 kilos de viande par an, par habitant, c'est juste une folie. Et il nous faudrait 4 planètes recouvertes de pâturage, océans compris, si on voulait tous, les 7 milliards que nous sommes, bouffer de la viande à 80 kilos par an. Donc voilà, non, après, ouais. C'est juste histoire de qu'on se fasse tous un argumentaire pour savoir où on se bat, quoi. Pour calmer le jeu sur la consommation de viande, j'ai une super technique. Il y a un moment, j'avais des animaux un peu pour la déco et je me dis putain, je mange de la viande, faut que j'apprenne à buter. J'étais malade, j'avais eu la chiasse comme ça et puis j'ai buté ma première poule. Pourtant c'est con une poule, on a souvent envie de shooter dedans, quoi. Bah, j'ôte la vie d'un être vivant. Certes, j'ai essayé de discuter Nietzsche, même Jean Genet avec une poule, ça n'a pas marché. Mais j'ai ôté la vie, ça a été extrêmement violent. Et j'ai poussé le vice, je suis allé jusqu'à tuer mon cochon. Alors là, il y a un machin de 200 kilos quand même. Il faut le buter, il faut avoir les couilles. J'étais pareil, la chiasse 2 jours avant. Bon, une fois que c'est mort, c'est mort. Mais mécaniquement, de manière parfaitement inconsciente, ou oserais-je utiliser le terme naturellement, bah, j'ai baissé ma viande. J'ai baissé la consommation de viande. Après, je suis tombé sur une vieille VHS de la mairie de Nanterre qui avait acheté un vieux château après la guerre pour retaper les gosses après la guerre. Et dans les commentaires, bah, pour retaper des gosses après la guerre, donc qui avaient eu faim, eh ben, on leur donnait 90 grammes de viande par jour. Quand on parle de schéma culturel, c'est pareil. Moi, mes vieux, enfin, ils ont vécu la guerre, donc il fallait manger de la viande. C'était 250 grammes de viande midi et soir, voire parfois le matin. Imagine le truc. Bah maintenant, je suis à 80 grammes par jour, 90 grammes. Sauf quand je vais au McDo, je m'en prends 300. Et juste sur cette histoire de ça coûte cher, justement, si vous baissez de 20%, et si les gens à Nanterre ils baissent de 20% leur consommation de viande, à ISO-coût, pour le même budget, ils peuvent tout passer en bio. Voilà. Et puis si jamais ils arrêtent de bouffer de la viande, ils peuvent faire même d'autres choses et bouffer tout le même. Allez hop, le ping-pong. Alors voilà, encore une fois, des escroqueries dont l'institution s'empare. Digérer les révolutions pour continuer à faire des thunes. Le bio, attention. Moi, des fermes industrielles bio, non merci, quoi. Non merci. Et là, l'Europe, pour parler de la fourberie de l'Europe, parce que c'est au niveau mondial que ça se joue, hein, c'est clair. Hein. C'est pas l'Europe, hein. Surtout pas cette Europe-là. L'Europe a édicté une loi qui autorise 0,3% de GM dans le bio. Donc on peut bouffer du bio avec 0,3% de GM. Non, mais je crois plus, vraiment. Ça rejoint ce que je disais sur le fait que je ne crois plus du tout en politique et je ne crois plus qu'aux initiatives citoyennes. Il y en a des foules. Il y a quelques années, sous Jospin, il y avait un secrétaire d'État à l'action culturelle qui s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouveaux territoires de l'art ou lieux de culture émergents, transversales et intermédiaires, voire interstitiels, pour ne pas dire les friches culturelles. Il a étudié une trentaine de lieux comme ça. On en faisait partie.
Fort de je vais aller vite, de ce constat, il est reparti sur le terrain. Il a fait une petite expo dans chaque département. Et il a fait un grand final à la Friche de la Belle de Mai, international. Et partout, dans le monde entier, même dans des pays très très durs, le meilleur exemple, c'est en Syrie. Les gens, ils vont se démerder quand même pour croûter. Des expériences alternatives, il y en a plein. Je ne crois personnellement, très personnellement, je ne crois définitivement plus qu'à ça, plus qu'à la société civile. Il n'y a plus le choix. Alors, il y avait une question là-bas. Peut-être on va en prendre l'avant-dernière, une dernière, et puis on va conclure. Oui, bonjour. Je voulais savoir concrètement, pour monter une micro-ferme, quels sont vos conseils concrets, genre point 1, 2 Passer au moins 2 ans sur des fermes avant. Allez voir vraiment ce que c'est. Et puis avant, pour savoir d'ailleurs quelle ferme, vous pouvez faire le tour Ferme d'Avenir. Comme ça, vous allez voir plus de 150 fermes différentes pendant le tour. S'il y en a qui vous plaisent, vous pourrez vous y arrêter. Non, mais c'est vraiment le premier truc, c'est se frotter à la réalité du métier, à toutes les saisons. Voilà. Et puis il y a un excellent... Je vais faire un peu de pub, alors pas pour Kaizen, je suis désolé, mais pour Terre Vivante. Et en l'occurrence, il y a un hors-série des 4 saisons qui est sorti là il y a quelques jours. Et justement, ils disent que pour quelqu'un qui veut monter sa micro-ferme, l'un des biais, c'est de faire du woofing. Je pense que vraiment, c'est ce que tu disais, il faut se frotter à la terre. Et le woofing, de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour réfléchir. Alors ça ne va pas vous apprendre du tout à devenir du jour au lendemain maraîcher, parce que le woofing, ça ne dure pas assez longtemps pour devenir maraîcher. Mais par contre, ça peut peut-être vous aider dans la formation de votre projet. Ou alors, je suis sûr que pas loin, il y a des petites friches. Je pense que la recyclerie, elle a dû taper comme ça. Mais je sais que sur la petite ceinture, il y a pas mal d'expériences comme ça. Tu repères un petit endroit où ça deal, ou alors ça envoie chier son chien, et puis tu viens avec des potes et tu squattes. Ouais. Et tu apprends sur le tas. Enfin, c'est pas exactement pareil. Entre le métier de maraîcher et jardinier, c'est pas pareil. C'est pas du tout. Je dénigre pas du tout. J'ai juste que le métier de maraîcher, il faut envoyer du légume. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est 140 kilos de légumes par jour qu'il faut sortir à 3. Donc il faut sortir 50 kilos de légumes par jour. Donc il peut y avoir des petits bacs, mais ça nourrira jamais. Enfin voilà. Donc nous, on a donc Linda qui intervient d'ailleurs cette semaine, je crois. Linda Bedoué, qui a sorti un bouquin, son Ferme d'Avenir a financé le bouquin, ça s'appelle Créer une ferme, inspiré de la perma et de l'agroécologie. Et nous, quand vous aurez fait 2 ans de woofing, on fait des parcours de compagnonnage. Donc on réinvente le compagnonnage parce que ça n'existe pas pour le maraîchage bio. Et donc on a lancé le premier parcours de compagnonnage bio. Donc on a 12 personnes qui tournent sur 6 fermes pendant 1 an. Et voilà. On prend la dernière question, ensuite Oui. on conclut. Bonjour. 2 petites questions, donc c'est parfait pour ma première. Je viens d'avoir une illustration. 2 constats qu'on a dit, donc 570 000 agriculteurs, dont 50% qui vont partir à la retraite dans 10 ans. Un système de production qui permet d'embaucher 6 fois plus pour une même surface. Donc très naïvement, on les trouve où, ces centaines de milliers d'agriculteurs de demain? Et deuxième question, quand on voit un agriculteur conventionnel, industriel, qui parfois finalement subit plus le système qu'il ne le décide, comment on l'aide à passer ces 160 hectares chimiques en 160 hectares en permaculture? Sur la première question, c'est pas simple. Et en plus, de toute manière, il va falloir structurer la chose. La première des étapes, c'est de donner envie et de redonner ces lettres de noblesse à l'agriculture, à l'agriculteur. Donc nous, enfin moi, il y a 2 ans, quand j'ai pris compte, il y a eu un article dans Télérama qui disait FNSEA, monoculture intensive au JT. On n'entend parler que des agriculteurs qui mettent des bonnets rouges quand on leur dit de faire des trucs un peu plus proprement. On n'entend parler que des agriculteurs qui balancent du fumier devant les préfectures et qui foutent le bordel. Ça donne pas une bonne image. Et c'est là que je me suis dit, il faut braquer les projecteurs sur les agriculteurs, les paysans que moi je rencontre, quoi. Enfin, ceux qui, comme ma sœur, ont le sourire et rendent les gens heureux. Et donc c'est là qu'on a organisé le concours Ferme d'Avenir. On a eu 200 candidatures. Avec les concours, on a remis 650 000 € de chèques à 50 fermes en 2 ans. On va conclure. Donc, pardon. Non, je voulais pas conclure, moi, en fait. Mais...
Je voulais juste apporter un complément. Vous vous demandiez en fin de compte comment on allait arriver à trouver ces agriculteurs et comment on allait arriver surtout à les accompagner. Notamment, vous parliez de cet agriculteur et de ces 160 hectares, de passer de l'intensif ou de la chimie à la permaculture. On en a parlé tout au long du débat. Moi, je crois vraiment, et voilà, vous êtes, je sais pas, vous êtes peut-être 50, 60 dans la salle, là, peut-être plus. Mais en tous les cas, c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui souhaitent se réapproprier son alimentation, parce que tout part de là quand même, tout part de la bouffe, hein, c'est très clair. Et cette volonté de se la réapproprier, cette alimentation, cette volonté de dire non en fin de compte à cette industrie agroalimentaire qui depuis 20, 30 ans, même plus maintenant, finit par nous empoisonner, puisqu'il faut quand même dire le mot. Eh bien, la clé se situe sans doute là. Il n'y a pas qu'une seule clé, mais une partie de la solution se situe chez nous, chez nous, chez moi, chez vous tous là, dans la façon dont vous consommez, dans la façon dont vous vous alimentez, et en tirant vers le haut, je dirais, cette alimentation saine, cette alimentation qui va refuser l'agrochimie. On va susciter à la fois des vocations et pousser ces agriculteurs à changer culturellement. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, notamment parce que vous avez de plus en plus de demandes d'AMAP, etc., vous avez un certain nombre d'agriculteurs en intensif, en chimie, en Ile-de-France, je vais parler d'Ile-de-France parce que c'est le terrain que je connais le mieux, qui petit à petit réservent des parcelles de leur propre exploitation à du maraîchage. Et ça, c'est aussi un signe, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'il faut se diversifier économiquement, que la chimie ne paie plus, parce que la chimie, au fond, c'est une vaste fumisterie, hein. Ils sont obligés de s'endetter jusqu'à la fin de leur jour, de toute façon, pour pouvoir payer leur matos, tracteurs, leurs produits dégueulasses et autres. Donc, il faut, quand on voit justement que petit à petit, ils réservent des parcelles à du maraîchage, on sent bien, là aussi, que quelque chose se passe. Donc moi, je serais assez... c'est pourtant pas ma nature du tout d'être optimiste, mais pour le coup, je sais bien qu'on va tous mourir dans 100 ans, comme le disait Maxime. Moi, j'ai envie un peu d'y croire un peu au-delà. Mais en tous les cas, une chose est certaine, aujourd'hui, on est, je le crois, hein, vraiment à une période de basculement. Et toutes ces initiatives qui montent sont capables, à un moment donné, de faire basculer les choses. Et vous êtes là, je pense, notamment pour ça, quoi. C'était une belle fin, optimiste. Alors pour rester sur une conclusion optimiste, justement, parce que Kaizen, c'est pas à pas avec des initiatives positives. Roger, une petite conclusion optimiste peut-être, ou pessimiste, ou réaliste, les deux. En quelques mots, hein. Conclusion optimiste, déjà, Roger, il est arrivé en disant qu'il aimait pas parler en public, et je pense qu'il a retrouvé goût à ça. On peut l'applaudir. Ça se passait bien ce soir. Mais je ne sais pas, moi. Avec le micro. Bon, il y a Macron, on est sauvé. Non, ça marche pas. On a dit optimiste. Non, je pense que on va plus avoir le choix. Je sais pas si c'est optimiste. On va plus avoir le choix. Il va falloir partager avec le tiers-monde. Donc les 35 heures, vos congés payés. Allez, il va falloir apprendre. Je sais pas si c'est optimiste. Ah si, mais tu l'as dit comme ça, mais en mode pessimiste. Je pense que vraiment, si on continue à merder comme ça, la nature, la terre ou Dieu, je sais pas son téléphone, hein, va se débarrasser de l'être humain. Et je pense que c'est peut-être l'ultime signe d'optimisme. La nature sans l'humain. Un peu cynique. Sauver les punaises de lit. Je ne sais pas. Non, Non, mais moi je pense qu'on a 20 ans pour changer le monde. Il y a de plus en plus d'énergies qui sont prêtes à le faire. Les solutions existent. On est de plus en plus humble devant la nature, je pense. Enfin, ceux qui sont conscients, hein, la part consciente de l'humanité. Moi, un truc d'optimisme, c'est aussi de voir que les conférences qu'on fait, en fait, elles donnent envie. Elles montrent une voie qui est relativement de plus en plus consensuelle et plébiscitée. Et quand on voit j'assiste et j'interviens même parfois dans des conférences de la FNSEA, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué pour eux de venir défendre leur modèle, quoi. C'est de plus en plus compliqué de dire il nous faut 3 milliards pour racheter des trucs plus gros, plus performants, plus machin. Ils n'y arrivent plus, quoi. Donc c'est en train de s'écrouler. Il faut juste que ça s'écroule de plus en plus vite. Ouais, oui, donc on me demande de faire de la pub. Ouais, et donc du coup, il y a plein de manières d'agir, hein, en devenant paysan, en passant des vacances sans prendre l'avion mais plutôt le vélo, en consommant bio, local et de saison. Et si jamais vous avez aussi quelques économies sur votre livret A ou sur un compte qui dort,
eh bien, vous pouvez aussi sortir votre argent des banques, parce qu'il faut savoir que les banques, avec votre argent, ils sont en train d'essayer de voir s'il n'y a pas du pétrole sous la banquise, ou ils sont en train d'essayer de déforester de plus en plus pour faire de l'huile de palme, parce qu'on sait que ça fonctionne. Bref, donc sortir votre argent des banques. Il y a quelques années, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Bluebees, comme les abeilles bleues, et donc ça permet de prêter de l'argent à des projets agroécologiques, et on paye 2%, on rémunère 2% votre argent. Sur les 70 projets de prêt, il y en a un qui a planté, c'était le deuxième, il était au Burkina, donc c'est un peu compliqué, mais depuis, on arrive à servir 2% d'intérêt aux internautes, soit 4 fois plus que votre livret A, et ça va vers des projets, vous savez ce que c'est. Et on fait aussi des projets de dons, des dons avec contrepartie, et c'est grâce à 140 contributeurs, je crois, que la serre aquaponique de la recyclerie a été financée sur Bluebees. Donc merci à la recyclerie d'avoir fait confiance à toutes les abeilles bleues de la communauté. Il y a plus de 25 000 personnes maintenant sur Bluebees, et on lève maintenant 2 millions par an. Donc c'est 1 heure de crédit du crédit agricole. Mais bon, voilà, c'est une initiative citoyenne. Elle n'est pas beaucoup... Voilà. Merci. Ouais, ça c'est pas le mot de la fin, c'est moi aussi je vais faire de la pub, mais c'est juste pour vous dire que si vous vous intéressez, visiblement c'est le cas, à l'agriculture urbaine, il y a les journées nationales de l'agriculture urbaine qui se dérouleront les 15 et 16 juin, c'est quelque chose que nous, Nature Paris, on a organisé depuis 3 ans en Ile-de-France, mais on a décidé qu'il n'y avait pas que l'Ile-de-France dans la vie, donc on a passé le relais à la région lyonnaise, et en l'occurrence à Lyon, donc les 15 et 16 juin, vous aurez là-bas tous les acteurs, entre guillemets, qui comptent, hein, mais bon, c'est un peu difficile aussi de dire ça, mais en tous les cas, vous aurez énormément d'acteurs, donc les journées nationales de l'agriculture urbaine à Lyon les 15 et 16 juin, et puis d'une façon plus personnelle, si l'aspect néo-paysan vous intéresse, moi j'habite du côté de Dijon, et il y a à 20 km de Dijon un petit village qui s'appelle Malin, là je vous raconte vraiment ma vie, dans ce petit village vous avez des néo-ruraux, des néo-paysans plutôt, des néo-urbains, enfin avec les néo je me mélange un peu les pieds, qui se sont installés, et ils montent les 25 et 26 août un festival agriculturel, et ce festival accueillera les premières ou deuxièmes, je sais plus, assises des néo-paysans. Donc si vous voulez faire un tour de vélo qui vous amène jusqu'à Malin du côté de Dijon, n'hésitez pas, c'est un très 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 beau petit village. Allez, si un dernier signe d'optimisme, Imanon a de la pub, c'est là. Vous avez, voilà, on est à peu près là, et il y a ça là. C'est-à-dire que tous nos grands ennemis sont là. Toutes les entreprises qui ont leurs sièges sociaux à la Défense, on les voit depuis nos poireaux et nos légumes et nos fruits. Voilà, c'est tous les dimanches après-midi. En plus, on rate pas la messe. Donc pour continuer dans la pub citoyenne, je vous montre là le dernier numéro de Kaizen qui est en kiosque depuis la semaine dernière, qui s'appelle Transition écologique, l'hymne de notre campagne. Donc dans ce dossier spécial, vous aurez plein d'initiatives dans des villages où on mêle à la fois le côté agroécologie, éducation, citoyenneté, gouvernance, participation. Et il y a plein d'initiatives qui pourront peut-être vous inspirer. Et dans l'avant-dernier numéro, c'était On passe à l'acte, justement parce que Kaizen a fondé avec les éditions Actes Sud une collection qui s'appelle Je passe à l'acte. Il y a le premier numéro qui s'appelle Créer son potager en permaculture. Vous avez l'école Montessori. Il y aura bientôt un numéro sur la fête, Voyager autrement. D'autres qui créent une AMAP avec tous les aspects concrets citoyens pour justement faire le prolongement du film de Cyril Dion. Aujourd'hui, moi en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour œuvrer au changement de la société, une société plus écologique et sociale. Je vous remercie. On vous donne rendez-vous à la prochaine conférence de la recyclerie qui aura lieu le 23 mai sur le thème les micro-fermes, mode d'emploi. Donc pour donner suite, justement, je passe à l'acte avec Linda. Je vous remercie. Bonne soirée.